Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au format de podcast avec non pas un, mais deux invités de marque, Fabien, PDG de Locarent, et Quentin, inventeur et PDG de PassePass. Comment ça va les gars? Bah, ça va et toi? La forme? Ça va, ça va. Alors pourquoi vous êtes là les gars en fait? Bah écoute, on est là tout simplement parce qu'on on relance notre formation que l'on faisait justement au sein de PassePass à destination de nos conciergeries clientes. Et aujourd'hui, on la relance à part dans une nouvelle boîte et on est là pour te présenter un petit peu tout ça. Après les bons retours qu'on avait eus sur les formations qu'on a fait pour les clients de Passe-Passe, aujourd'hui, et sous leur conseil, ils nous ont dit de l'ouvrir à plus de monde. Donc voilà, c'est parti pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à cette formation dans la conciergerie Locarent. Exactement. D'accord, donc vous avez déjà fait une formation avant en fait. C'est ça, ouais. On a formé une petite centaine de conciergeries qui étaient toutes clientes de PassePass. Et l'objectif à l'époque, c'était justement de permettre aux conciergeries qui travaillent avec notre logiciel de continuer de développer leur activité et d'avoir de plus en plus de logements. Parce que le logiciel, c'est bien, mais en fait, si on est mal formé, que l'on a peu d'expérience entrepreneuriale, c'est aussi difficile d'avoir de plus en plus de logements, quoi. Et pour ma part, c'est toujours pour militer contre les escrocs de ce milieu, cette industrie de la conciergerie que tout le monde croit ouverte pour tout le monde. Mm. Et donc du coup, de professionnaliser ces gens-là pour que notre métier arrête d'être sali et qu'on en fasse un vrai métier, quelque chose de solide, autant que l'immobilier en général qui est soumis à des cartes G, des cartes T. Et nous, en fait, on n'est pas soumis à aucune carte. Donc il faut professionnaliser ça. Exactement. C'est un peu ouvert à tout le monde, quoi. Donc forcément, la qualité est un peu disparate en fonction des conciergeries. D'accord, donc c'est un peu une forme de V2. C'est ça, c'est la V2, parce qu'à l'époque, justement, vu qu'on faisait une formation aussi pour les clients passe-passe, il y avait plein de choses que l'on ne disait pas, parce qu'en fait, c'était acquis pour tout le monde. Pourquoi on faisait ça pour l'arrivée autonome, la présentation digitale du logement, le ménage, la facturation client. Il y avait beaucoup de choses qui étaient évidentes pour nos clients, parce qu'ils l'utilisaient au quotidien. On avait eu l'occasion de l'expliquer durant nos différentes présentations de fonctionnalités, ce qui n'est pas le cas là. Ça veut dire qu'on a dû repenser et reprendre toute la formation, et beaucoup plus l'accès sur tout ce qui va se passer une fois qu'on atteint les 10-15 logements, et qu'en fait on bloque, parce que la majorité des conciergeries s'arrêtent à ce niveau-là, arrivent justement à 10-15 logements au bout de 2 ans, donc déjà c'est très très long, on se paye très peu, ou alors on fait tout, et donc là justement l'objectif pour nous c'est de faire une formation non pas pour créer sa conciergerie ou devenir entrepreneur, ce que vous trouverez partout sur internet et même gratuitement, mais plutôt justement comment développer une conciergerie à l'échelle, et pour en faire une vraie entreprise où le chef d'entreprise n'est pas sur le terrain en train de tout faire. C'est ça la clé de la réussite de la conciergerie, c'est la croissance. Une conciergerie qui stagne, elle va s'user. Parce qu'une conciergerie qui stagne à 10, 15, 20 logements ne pourra pas se payer correctement, ne pourra pas embaucher, ne pourra pas déléguer, va toujours travailler dans sa conciergerie. Le but, c'est d'en faire une entreprise et de travailler sur sa conciergerie. Et aujourd'hui, un concierge qui débouche un toilette, en même temps qui répond à un voyageur, en même temps qui gère le problème de son aide ménagère, en même temps qui est appelé Propriétaire. par le propriétaire, en fait, il peut pas tout faire. Donc il faut ça, on est obligé d'y passer au début, si on n'a pas de moyens pour se lancer, mais il faut vite sortir de là. Et le seul secret, c'est la croissance. Mais pour croître, faut croître correctement, parce que beaucoup de conciergeries ont eu la chance, dans les débuts, de croître très rapidement, parce qu'il y avait peu de conciergeries, mais du coup, se sont perdus on fait tout vite et tout à moitié parce qu'on n'a pas le temps de faire. Et au final, se retrouver à 50 logements dans une conciergerie complètement désorganisée, eh ben, ça arrange pas les problèmes. C'est ça. Et souvent, des conciergeries qui ferment, même si elles ont du chiffre d'affaires, qu'elles pourraient gagner de l'argent, mais en fait, par un manque de structure, elles se mettent à surpayer tout ce qui leur passe comment dire, entre les mains, et donc du coup, elles ferment. Le réflexe de l'urgence dans une conciergerie, c'est de répondre ça par des logiciels, des surlogiciels, plus de Plus de personnel, services aussi. plus de services. Il y a un peu tout le monde qui est rentré dans l'industrie, hein, tous ceux qui vont faire de la réponse aux voyageurs, des sociétés de ménage qui sont montées spécialement là-dedans, mais tout ça, ça a un coût. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles conciergeries qui s'ouvrent vont se renseigner dans les formations générales, et la facilité, elle est de dire, ben voilà, il y a ce service qui fait la réponse aux voyageurs, ce service fait le ménage, ce service fait le linge, mais au final, c'est que des services qui coûtent cher. Mais si on reprend quand nous, on a commencé où aucun service n'existait, eh ben c'est là qu'on gagne de l'argent, c'est en créant ses propres services. C'est ça. Puis il y a des choses bonnes à déléguer et d'autres non. Voilà. Et aussi, ce qu'on aimerait apporter avec cette formation, c'est le fait que, justement, on explique vraiment comment bien gagner sa vie avec une conciergerie, et que le fait de bien gagner sa vie peut changer d'une conciergerie à l'autre, tout simplement parce que le prix à la nuitée n'est pas le même, comment dire, au fin fond de la Creuse qu'à Saint-Tropez. Donc forcément,
on essaie aussi d'expliquer toutes ces idées reçues qu'on peut avoir de conciergeries qui, avec 30 logements, vivent très très bien, et d'autres conciergeries avec 100 logements qui ne se payent toujours pas. Et donc, justement, expliquer comment c'est possible, quelles erreurs elles peuvent faire, et voilà, vous partagez tous nos retours d'expérience qu'on a pu vivre, que ce soit Fabien avec le développement de sa conciergerie, ou nous avec l'accompagnement des conciergeries avec Passe-Passe. D'accord. Quand je vous écoute parler, j'ai un peu l'impression que c'était une évidence, en fait, cette formation. Oui. Et- Si tu veux, c'est l'histoire de Passe-Passe, c'est que Passe-Passe, c'est l'histoire d'un logiciel que l'on a co-construit avec une conciergerie. Et donc, en fait, sans le vouloir, on a été très très proche avec Fabien, on s'est liés d'amitié, et on a continué de développer nos boîtes et de s'entraider, parce qu'au fait, au départ, on était tout seul. Donc, le fait d'être à deux et de pouvoir échanger nos idées, faciliter la prise de décision, c'était quelque chose d'important. Donc, naturellement, Fabien s'est aguerri à tout ce qui est logiciel, méthode innovante pour manager, pour structurer une boîte. Et je me suis aguerri à ce monde de la conciergerie et j'ai découvert justement tout ce côté opérationnel. Et donc, finalement, c'est un peu le rencontre de deux mondes, le monde du terrain et le monde de l'innovation et de la technologie. Et c'est un peu le résultat de notre formation, c'est de vous partager le meilleur, les conseils d'une des meilleures conciergeries de France. Voilà, je pense que tu dois être dans le top 10 ou 15 des plus grosses conciergeries de France. Et justement, Passe-Passe, c'est aujourd'hui le meilleur logiciel pour gérer toute la partie opérationnelle d'une conciergerie. Donc voilà, on essaye de vous partager tout ce qui a fait aujourd'hui notre humble réussite sur ce marché. Je me permets de l'image, mais en fait, Quentin, c'est un peu le fils qui apprend à son grand-père à servir d'un ordinateur, non? Le grand-père, t'abuses. Pour l'instant, on est copains, fais attention. Effectivement, on a un gros écart d'âge qu'on a très vite oublié en travaillant ensemble. Quentin a 24 ans, j'ai 37 ans. J'ai rencontré Quentin, j'avais 34. Quentin avait 20 ans, 21 ans, donc ça fait très jeune. Il a fallu avoir une confiance mutuelle, mais le truc, c'est que je ne savais pas son âge quand j'ai rencontré Quentin. Donc pour moi, je rencontre le PDG d'une boîte, je ne sais pas Passe-Passe où ça en est, je ne connais pas les comptes de Passe-Passe, je cherche un logiciel un soir, le lendemain, le patron me rappelle, je suis flatté que le patron de la boîte me rappelle le lendemain pour me dire son logiciel. Il me demande intelligemment ce que je cherche. Moi, j'ai déjà créé un cahier des charges sur ce que je veux. Et du coup, il me dit, on a tout. On a tout fait, ce qu'on n'a pas fait, on peut le faire. Et c'est comme ça qu'est partie un peu notre rencontre, c'est que derrière, intelligemment, il est venu dans la conciergerie, ciblait chaque problème, à chaque fois que j'en avais un, il se déplaçait de Paris, il venait dans ma conciergerie, cherchait le problème, d'où il venait, comment on pourrait le régler. Et le réflexe de tout le monde qui aurait été de le régler par de l'humain, je ne l'ai pas fait. Pour avoir eu d'autres sociétés avec beaucoup d'humains, je voulais gérer moins d'humains en salariés. Et donc, on a répondu par beaucoup de problématiques avec des logiciels. On a très vite oublié notre différence d'âge. D'ailleurs, j'étais choqué quand j'ai appris qu'il avait 21 ans quand je l'ai rencontré. Pour le coup, c'est vrai que dès qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, l'âge, c'est plus une question. L'objectif, c'est juste de délivrer ce que tu annonces et de faire en sorte que tes clients soient contents de ton service. Donc ouais, aucun problème de différence d'âge. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, et là où on a eu de la chance, c'est que notre premier client, en fait, c'est le use case parfait pour développer un logiciel. C'est un mec qui habite à 30 minutes de voiture, et quand on roule vite, de là où sont ses logements. Donc il n'a pas envie de se déplacer pour s'occuper du linge, pas envie de se déplacer pour s'occuper d'une maintenance, pas envie de rattraper un ménage, pas envie d'ouvrir la porte à un voyageur. Donc en fait, ces contraintes géographiques plutôt, nous ont permis en fait de développer les bonnes solutions pour permettre à n'importe qui de gérer ses logements à distance au fait. Donc ouais, la collaboration est bonne et donc aujourd'hui, avec 3 ans de plus, bientôt 4, en fait, on est devenus de très bons amis, on travaille quasiment tout le temps ensemble, on prend énormément de décisions pour nos différentes sociétés, on s'est même associé sur d'autres sociétés. Et donc en fait, ça nous permet aujourd'hui d'imaginer une formation complète pour développer une conciergerie, quoi. Ok, bon, tu m'y as un peu déjà répondu, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment légitime à faire cette formation? La croissance faite sans trop de fautes, il y a eu des erreurs de ma conciergerie. Aujourd'hui, 4 ans, on arrive sur 300 logements. On va croître encore plus vite maintenant parce que du coup, après, c'est une question de moyens. On est parti de zéro. Moi, je suis parti avec 1500 euros sur un compte bancaire. C'était un peu le challenge de partir sur une boîte avec pas grand-chose. Quentin, du coup, a énormément de clients, donc du coup, connaît bien le monde de la conciergerie.
J'ai eu l'occasion de rencontrer sur plein de salons aussi énormément de conciergerie, vu que j'ai été commercial de passe-passe pendant un bon moment. Donc j'ai pu étudier toutes les façons différentes de travailler sur le marché, qui sont vraiment différentes. Ça, c'est vraiment chacun a sa petite tambouille interne. Mmh. Et sur tout ça, ben, j'ai développé une façon de travailler en me servant des erreurs des autres, des erreurs que j'avais fait dans l'entrepreneuriat dans le passé. Donc déjà, j'ai évité tout ce qui était erreur entrepreneuriale. Basique. Ouais, le truc basique, parce que j'avais déjà eu beaucoup de sociétés avant. Donc j'ai évité beaucoup de pièges. Et le but aussi, c'est d'apprendre les personnes qui viennent chez nous à éviter ces pièges déjà qui peuvent faire perdre beaucoup, beaucoup de temps. Quand tu fais une erreur de trésorerie, une erreur de calcul, une erreur, rien que la TVA c'est un exemple énorme où beaucoup de conciergeries tombent dans le panneau, ils sont auto-entrepreneurs, ils oublient la TVA, ils passent en SAS, ils n'ont plus de sous. Les mauvais statuts, Voilà, plein de choses comme ça. une mauvaise gestion de ses prestataires, Et ses collaborateurs, etc. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, on a pu avancer correctement. Aujourd'hui, atteindre très rapidement un seuil de rentabilité. En un an, on était rentable. En un an, j'avais 60 logements. J'ai commencé à déléguer. Un an et demi après, je travaillais plus dans ma conciergerie. Je travaillais sur ma conciergerie déjà. Et je travaillais beaucoup avec Quentin sur Passe-Passe pour continuer à développer les cahiers des charges pour les nouvelles fonctionnalités, pour continuer à avancer. Exact. Donc voilà, globalement, une conciergerie qui part de pas grand-chose, qui se développe jusqu'à aujourd'hui 280 logements, qui travaille plus dans sa conciergerie mais au développement de sa boîte. Et justement, quelqu'un qui est pas plus intelligent, moins intelligent qu'un autre, qui s'est développé, qui a juste plus d'expérience et qui a su rencontrer les bonnes personnes et s'associer aux bonnes personnes aussi pour développer sa boîte. Donc ouais, je pense que c'est juste le bon exemple pour faire une formation et puis aussi un passé de formateur. C'est-à-dire ça. que tu avais fait de la formation dans la restauration lorsque tu avais un restaurant, donc C'est c'est un ça. peu la suite. J'avais déjà fait de la formation dans le management, gestion d'équipe, dans l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup de formations, mais autour de la restauration. Et donc voilà. Puis j'aime parler aux gens, j'aime apprendre aux gens. Moi, j'avais arrêté la formation à l'époque parce que j'ai commencé à rentrer à apprendre dans des Greta et des CFA sur des formations obligatoires par l'État et les gens ne m'écoutaient plus. Ils regardaient leur montre, ils étaient là, obligés d'être là. Et donc j'avais arrêté la formation pour ça. Le fait de revenir dans ce monde, dans la formation, où on rencontre tous les mois des gens différents, où ils sont passionnés par ce qu'on leur dit, suivre leurs résultats, les suivre pendant un an derrière leur formation, voir leurs résultats, voir qu'ils ont une petite question, et on est là pour leur répondre, on débloque leurs problèmes, ils dépassent leur plafond de verre et c'est cool, du coup, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Débunkons quelque chose tout de suite. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'au fait, nous, on aime aider. On le fait déjà avec pas mal de personnes, mais de par notre emploi du temps très très chargé, on peut plus se permettre de le faire n'importe comment, n'importe quand. Donc aujourd'hui, on le fait en formation, on donne 2 jours de notre temps tous les mois, tous les 2 mois en fonction des périodes, et on essaye de vous donner le plus possible en 2 jours, en vous faisant venir dans la conciergerie de Fabien, vous faisant vivre l'expérience d'un vrai logement en location de courte durée au standard, Locarent et Passe-Passe. On vous partage toute notre expérience acquise sur ces 4 dernières années. Et voilà, on essaye de vous donner tout ce qu'on peut en 2 jours et après vous suivre, et de façon plus distante, le développement de votre conciergerie. Donc voilà, et puis moi, qu'est-ce qui fait que je suis légitime à faire de la formation? C'est une bonne question. J'ai commencé à 19 ans. J'ai entrepris parce que c'était une passion chez moi. Je me suis toujours énormément instruit à ce niveau-là. Aujourd'hui, on gère 4 boîtes. Et justement, ces 4 boîtes, l'objectif, c'est que ce soit des startups. Disons que je ne suis pas forcément la personne qui va vous apprendre à faire une conciergerie. Et même si je pense que je pourrais vous donner des vrais conseils par rapport à ça, je ne le ferai pas parce qu'en fait, ce n'est pas mon métier. Mais par contre, en tant que sidekick ou partenaire de Fabien, en fait, c'est vraiment apporter cette vision technologique, essayer de réfléchir au process, aux standards à mettre en place dans une conciergerie, etc. Tous ces, entre guillemets, ce travail d'industrialisation, c'est ce que j'aime. Et donc, justement, c'est cette vision-là que j'essaye d'apporter à cette formation. Quand je vois un peu votre duo, vous êtes vraiment complémentaires, je trouve. En fait, en entendant vos 2 points de vue, il y a vraiment 2 visions différentes, mais qui se complètent, je trouve. Si on revient au grand-père et au fils, c'est un peu ça. C'est que j'ai une façon d'entreprendre à l'ancienne, façon commerciale, façon tout à l'ancienne. Et aujourd'hui, moi, j'avais dit, ma conciergerie, j'arrive, je la monte à 100 logements. Et d'après mon expérience de vie où j'ai beaucoup travaillé dans mes autres boîtes, j'ai eu un peu de mal à voir ma première fille grandir. J'avais dit, la conciergerie, je vais monter ça.
Et puis, je vais prendre du temps pour moi. En rencontrant Quentin, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses avec la nouvelle génération qui arrivait et qui maîtrisait parfaitement l'informatique. Pour la petite histoire, mon premier Mac, c'est Quentin qui me pousse à l'acheter quand je le rencontre. Et déjà, ça me change ma vie, le Mac, le fait de savoir s'en servir. Moi, j'étais plus en note papier à l'ancienne, alors comme un grand-père, comme tu dis. On va arrêter avec cette expression-là, ça m'énerve. Je voudrais pas laisser mes invités. Mais voilà, le fait de rencontrer Quentin, effectivement, c'est cool. On peut faire beaucoup de choses. J'ai énormément d'idées. J'ai du mal à les structurer parce que sur papier, tu mets pas comme tu veux. Quentin structure tout. Et on a monté, du coup, on s'est associé sur plusieurs autres sociétés, toujours dans le monde, dans l'industrie de la conciergerie et de la location courte durée plus. Et effectivement, juste pour cette formation, j'ai le savoir. Quentin a du savoir qu'il a appris autour. Moi, je vis ce savoir, mais j'aurais été incapable de refaire cette formation sans les slides de Quentin, sans ce qu'il savait faire informatiquement. Je l'aurais pas fait parce que j'aurais perdu énormément de temps. Oui, c'est ça. Alors, en fait, la réussite de Passe-Passe et la réussite justement de Customer Chase passe par le fait que j'arrive à ressortir l'essence de toutes les connaissances, toute l'expérience, tout ce qui a fait la réussite de Fabien en posant les bonnes questions, etc. Et de là, on en crée énormément de points de cours et de là, on en fait une présentation qui soit intelligible pour tous, bien designée, claire, où à la fin, la personne qui a passé 2 jours avec nous a compris toutes les étapes et ça reste ancré en elle. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment le terrain qui rencontre les nouvelles technologies et du coup, forcément, ça fait de belles choses. Vous m'avez un peu teasé votre rencontre tout à l'heure. Justement, j'aimerais bien mettre la formation un peu de côté pour voir un peu qui vous êtes réellement. Et déjà, parlez-moi un peu de votre rencontre. Comment ça s'est passé en fait? Alors, c'est grâce à moi. C'est ça. On s'est rencontrés. C'est ça. Ou on peut dire grâce à Mathieu. Oui, grâce à Mathieu de Super Haute. Raconte-nous un peu. J'avais 6 logements, 5-6 logements. Je signais les prochains. J'étais chez Super Haute. À l'époque, Super Haute commençait aussi. Et puis, le logiciel ne me convenait pas. Sans vouloir critiquer du tout Super Haute, le logiciel ne me convenait pas. Et sur un coup de tête, j'ai arrêté tout Super Haute d'un coup. Et de là, je me suis mis à chercher un logiciel. Mais à l'époque, il y a un peu plus de 3 ans, il n'y avait pas beaucoup de logiciels. Les logiciels sont vraiment arrivés. Et là, il y en a en masse. Mais il n'y avait pas beaucoup de logiciels et j'ai cherché sur Internet jusque 2h du matin. J'ai trouvé Passe-Passe. Le site était bien fait, malgré que c'était un site en V1. Je trouvais le cheminement bien, à peu près ce que je voulais. Et du coup, j'ai laissé une fiche de contact, comme sur plein d'autres logiciels. Enfin, plein, mais c'est des autres logiciels spécialisés dans l'hôtellerie. Des channel managers, tout ça, que j'ai laissé des fiches de contact. Puis Quentin m'a rappelé le lendemain. Et donc, voilà le début de notre rencontre, qui est notre rencontre téléphonique. C'est ça. On s'est rencontrés quelques mois après physiquement. C'est ça, je me rappelle à l'époque, j'étais chez mes grands-parents en pleine campagne, parce que 0 logement, donc on bosse un peu d'où on veut, hein, c'est le début d'une boîte. Covid en plus. Ah oui, en plus. Et du coup, je reçois un mail, je le rappelle, on discute un peu. Puis voilà, ça se passe bien et surtout, il a eu, l'intelligence de me faire confiance, alors qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que Passe-Passe ne valait pas à l'époque ce qu'on faisait, mais par contre, notre travail, le développement et tout ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'ils réussissent valait l'investissement et vaut beaucoup plus que l'investissement finalement financier qui a été mis. Donc voilà, moi je me rappelle des premiers échanges, etc. Je lui ai vendu Passe-Passe sur design, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de développé. Ouais. Enfin, la majorité des fonctionnalités n'étaient pas développées, c'était un concept. Mais du coup, derrière, j'avais le super développeur qui s'appelle Sentan, qui a réussi à tout intégrer dans les temps, pendant ses week-ends, la nuit, etc. Parce que c'était notre premier client. Je me rappelle aussi du fait que, après les premières semaines, Fabien, ancien formateur du coup en restauration, se disait franchement, il est génial votre logiciel. Si un jour je lance une formation, c'est votre logiciel que je présenterai parce que tout le monde vend des formations, mais personne ne le fait autour d'un outil de travail sur lequel on peut vraiment compter. Et voilà, je me rappelle de ces anecdotes-là. Puis forcément, je pense que Fabien, il s'est dit, wow, il est vraiment génial ce logiciel, cette entreprise, ce fondateur, parce qu'en fait, à chaque fois que je l'appelle, il répond du tac au tac. Il prend de mes nouvelles, on peut discuter et tout. Alors, ce qu'il ne savait pas, c'était mon seul client, tu vois. Après, je l'ai rencontré un jour, on s'est des rendez-vous, je l'ai invité chez moi, personnellement, dans ma maison, avec mes enfants.
Et là, je vais le chercher à la gare et je vois sortir d'une voiture Tom Sawyer, 20 ans avec son sac à dos, très rigolo, il est très jeune. Et là, par contre, on a mis carte sur table et je savais vraiment ce que je voulais. Je sortais d'un logiciel, je gérais 7-8 logements. Et j'avais dit, si on veut continuer, ce que j'ai tout de suite pensé, quand j'en aurai 100, comment ça va se passer. Et ce que je savais, c'était que ce qu'on automatisait à 80%, il restait 20% de choses à faire à la main. Et 20% fois 100, fois 200, ben, ça faisait beaucoup d'actions. Donc je voulais C'est vraiment ça. automatiser, pas pour rien foutre, je voulais vraiment automatiser pour mieux me concentrer sur le développement et sur les problèmes que je savais qu'elle arrivait, le ménage, les équipes. Et Quentin m'a dit, donc j'avais un beau cahier des charges d'ailleurs, et Quentin m'a dit, écoute, on n'a pas tout ça. Mais par contre, et moi je voulais le faire développer par ou un centre de développement, ou j'ai des Un potes qui ami sont aussi, hein. développeurs, qui aujourd'hui on est associés sur une autre boîte avec d'ailleurs. Et, euh, et les mecs ils m'ont dit, mais Fabien, tu te rends pas compte, toi, bon, il faut un bouton là, il faut un bouton qui fait ça, mais ça se fait pas comme ça, c'est des années de développement et qu'on n'aura pas le temps de te faire. Et Quentin m'a dit, moi, ce qu'on peut faire, c'est que toi, tu me dis ce que tu as besoin, on analyse si tout le monde a besoin de ça, et on peut développer. Moi, j'ai le développeur, j'ai pas beaucoup de clients. Toi, tu as le terrain, donc le retour, donc on peut faire quelque chose ensemble. Donc notre première association a été vraiment de travail. Et là, Quentin venait très souvent dans ma conciergerie pour voir chaque problématique, on y réglait. On Et venait moi, faire le j'ai ménage, on est venu tout faire, on a remis venu les faire des mises en clés. service avec moi, C'est j'ai ça. signé des propriétaires, toutes les étapes de la conciergerie, Quentin les a vécues, il a fait le ménage, hein. On voit Quentin toujours bien habillé maintenant, mais Quentin était avec une éponge à 4 pas dans une salle de bain à faire le ménage. C'est ça, parce qu'il faut savoir, faut savoir de quoi on parle. Et je trouve Ouais, que ouais. développer un logiciel sans savoir ce que font les gens qui l'utilisent, c'est complètement con. Et c'est malheureusement la réalité de notre vie numérique. C'est-à-dire que les développeurs, l'archétype, c'est je gagne 5000 euros net par mois, je vis dans une ville, je voyage un peu comme je veux, j'ai jamais mis les pieds, comment dire, ou fait quoi que ce soit qui est en lien avec ce que je développe. Et c'est un problème. Parce qu'au fait, on se retrouve avec, même dans notre secteur, la location de courte durée, que des logiciels qui, au fait, sont faits pour des gens qui imaginent quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, qui s'imaginent un quotidien qu'ils n'ont jamais vécu. Alors que nous, ce qu'on a essayé avec PassePass, c'était vraiment de développer des interfaces et une logique qui était vraiment... En fait, c'était de d'abord digitaliser puis automatiser ce que faisaient les gens en vrai. Voilà, simple. Par exemple, l'application de ménage, c'est avant l'arrivée du logement, le moment où le mec il arrive dans le logement, il commence à faire le ménage, et du coup, à la fin du ménage, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vraiment réfléchir à l'expérience utilisateur. Et c'était le but de tout ça était aussi de rendre le maximum de gens autonomes. Parce que quand tu comptes monter très loin, je savais que j'allais avoir des très grosses équipes. Et le but n'était pas d'appuyer sur des boutons pour réunir les équipes. Il fallait que ça se fasse de façon autonome et rendre chaque chose et chaque personne autonome. C'était sur ça qu'on a beaucoup bossé. Parce que sinon, on serait passé par des chemins beaucoup plus courts si on aurait voulu juste automatiser et pas rendre les gens autonomes. Mais autonome, c'est bien, mais l'autonomie, ça se surveille. Quand tu as quelqu'un d'autonome, derrière, il faut avoir des points de vérif pour pouvoir vérifier qu'ils étaient en autonomie, mais qu'ils ont bien fait les choses. Et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé avec PassePass. Exactement. Et du coup, pour revenir à notre rencontre, une fois avoir rencontré Quentin et qu'on se mis d'accord sur ce qu'on voulait en faire de PassePass, on a continué à avancer, on a bien avancé en une année, on a vraiment fait beaucoup, et à tel point qu'à un moment donné, le logiciel est devenu bien, et j'ai dit, mais en fait, il faut le vendre maintenant, c'était cool de se concentrer sur le faire. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, et de ma propre initiative, sans part dans la société, sans aucun salaire, et sans même y penser, je me suis mis à en parler un peu sur les groupes Facebook, à parler avec des gens sur plein de groupes sur Facebook, et là j'ai eu beaucoup de demandes de comment je faisais, et c'est là qu'on a commencé à me connaître un peu, et qu'on a commencé à connaître un peu PassePass. Ok. Et donc là, ça va faire combien de temps que vous vous connaissez? 3-4 ans, c'est ça? Du coup, le mail, je crois, il date du 20 janvier, si je ne me trompe pas. Ça va faire Il 4 se ans. souvient de la date quand même. Et du coup, ouais, ça va faire 4 ans. C'est ouf hein, comment ça passe vite et tout ce qui s'est passé au fait, depuis. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, tiens, rappelons-nous de ce qu'on faisait il y a 4 ans. Moi, il y a 4 ans, j'étais en année de césure dans ma boîte, je crois. J'étais encore étudiant techniquement. Et voilà, complètement fauché, j'ai rien. Tu vois. J'ai fait un emprunt étudiant pour financer PassePass, par exemple. Je commençais à peine à travailler avec Sentan. Ça faisait un peu moins d'un an que je travaillais avec Sentan et on développait la première version du logiciel. D'ailleurs, une version qui ne ressemble plus du tout à ce que c'est aujourd'hui.
parce qu'on a dû la refaire plein de fois Bah oui, avant, j'imagine. avant d'avoir la version actuelle. Moi, il y a un Et- peu avant 4 ans, j'étais restaurateur, j'avais un restaurant, j'avais une boîte de traiteur. Je venais de vendre une boîte de location de vaisselle et de me séparer d'une boîte de jardinage paysagiste. Donc j'étais complètement dans des milieux différents, vraiment très opérationnels. C'est ça, on n'avait pas la même vie, quoi. Mais aujourd'hui, cette vie-là, elle est passionnante, mais très prenante. Et du coup, bah, aujourd'hui, de ce que je comprends, votre relation, elle est plus que professionnelle. Ouais, c'est ça. Bah, enfin, forcément, travailler autant ensemble, réfléchir à tellement de problématiques, s'entraider au moment coup dur, que ce soit dans le développement de la société ou dans les relations, comment dire, avec le personnel, les collaborateurs, etc. Bah, ça amène à créer vraiment du lien. Et donc forcément, bah, maintenant, on est vraiment amis. Comment dire, enfin, on s'entraide sur plein de choses, on s'invite, comment dire, à passer des moments hors travail ensemble. Donc, voilà. Beaucoup, même, ouais, effectivement, hein. Ça a Mhm. créé, bah, il y a déjà juste, moi, j'ai toujours le coup de foot professionnel. Il y a rarement un mot plus haut que l'autre. S'il y en a un, enfin, la fatigue fait qu'il y a des moments, forcément, on n'est pas d'accord sur un truc. Il y a un mot qui part, mais l'autre est assez intelligent pour tempérer. En fait, on se dispute jamais. Des Mhm. désaccords, on en a. On gère quand même 4 sociétés ensemble, c'est lourd. On fait des pointes de travail de 6h à 20h, Même plus, parfois. même plus, très régulièrement. Donc voilà, forcément des accords il y en a, mais il y a l'intelligence pour à chaque fois que ça se passe bien. Donc forcément ça développe une amitié et puis Mhm. beaucoup d'expérience. On a fait beaucoup de salons, donc on dort ensemble. Au début peu de moyens, donc on dort dans la Mhm. même chambre, Ouais, ouais. voire dans le même lit. Quand tu dormi dans le même lit que ton Forcément, collègue, forcément, ça rapproche. dans le même lit que ton associé, ça rapproche, pas dans la façon que tout le monde peut le penser, mais ça rapproche. Ça ne regarde pas, ça ne regarde pas. Après les after-work en salon, hein, voilà, on sort en boîte, on fait des choses cool. Ouais, on se voit dans des situations qu'on ne se voit Mhm. pas en temps normal. Et puis Quentin est vite rentré dans ma vie, parce qu'au début, pas de moyens, pas de bureau, pas de locaux. On travaillait de chez moi. Mhm. Donc à rencontrer mes filles. Oui. Mes filles partant, il est où Quentin? Quentin fait de la guitare, je lâche un peu de dossier sur Quentin, fait d'ailleurs très très bien de la guitare. Et donc mes filles, quand il vient, ils attendent Quentin pour qu'il lui joue un peu de guitare et qu'il lui chante une chanson. Donc t'as connu Eline, ma petite, elle avait du coup 3 ans vu qu'elle a 6 ans. Mhm. Donc aujourd'hui Quentin il est rentré dans sa vie de tonton. Mhm. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. On s'invite régulièrement, il vient chez moi, il connaît tous mes amis le connaissent, les grosses fêtes Mhm. sont là. Je me remarie cette année et du coup Quentin est réinvité à mon mariage. C'est pas parce que tu divorces, hein, c'est juste parce que Oui, non, je me c'était remarie une avec la même excuse pour femme. faire une grosse fête. Je me remarie avec la même femme, ouais, c'est une preuve d'amour. C'est ça. C'est beau, c'est beau. Donc en fait, t'es associé, tonton, t'as vraiment toutes les figures en fait, c'est ça. Exactement, exactement. Et puis je suis content, tu vois, c'est pas juste du travail, c'est vraiment une bonne relation amicale. Voilà, pour moi, déjà, je peux pas travailler en milieu hostile, si tu veux. Je me force pas à travailler, je suis bon que quand je suis dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec Fabien, on a créé les conditions adéquates pour que, en fait, on se sente bien, qu'on travaille bien ensemble et qu'on soit productif. Puis il y a une sorte de bienveillance, parce que Quentin reste un peu, est un grand chef d'entreprise, mais reste un peu maladroit dans sa vie personnelle, parce qu'en fait, il est jeune. On l'oublie souvent, et des fois, il sort des trucs aberrants sur sa vie. Mais oui, puis là, c'est là que je me remets. Oui, j'ai quand même plus de 10 ans de plus que lui, donc effectivement, plus d'expérience sur des choses. Donc ouais, on se confie aussi beaucoup sur nos vies perso. C'est ça, c'est ça. Du coup, on a vraiment cette relation confident aujourd'hui, on peut le dire. Hmm. On peut le dire, on est confident entrepreneuriaux et c'est vrai que c'est vraiment de là aussi où est partie toute notre amitié, c'est que bah, entreprendre même avec des associés, on sent seul. Parce qu'au fait, la réalité, c'est que la pression financière, de développement, comment dire, les promesses entre guillemets qu'on a fait à tout le monde pour en arriver là, en fait, il n'y a que l'entrepreneur qui le vit, le patron, le PDG. Et tu peux en parler à tout le monde, même tes associés, et ils comprendront pas. Je vais me permettre, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis vous, je parle de votre duo. Là, je vais faire quelque chose d'un peu cruel, mais je vais vous séparer. Dans Oh. le sens où j'aimerais bien qu'on parle un peu en mode cas par cas. Ok. Peut-être commencer par Quentin. Quentin, c'est quoi Ok. ton histoire en fait? Bah, mon histoire, c'est l'histoire qui commence par un mec qui est passionné, qui est curieux de tout. Et en fait, à 14-15 ans, je commence à regarder tout le contenu qui existe sur Internet sur l'investissement immobilier. Mes parents en font un petit peu, mais à la papa, quoi. Mm. Et justement, je m'intéresse à... En fait, je me dis, j'ai pas en- je me connaissais déjà assez à l'époque pour savoir que je serais jamais employé de quelqu'un, en fait. Je savais que c'était pas quelque chose fait pour moi. T'avais déjà ce côté, j'ai pas envie d'être sous les ordres Mais- de quelqu'un.
je suis pas quelqu'un d'ingérable, mais comment dire, je ne gère pas bien le mauvais management. Ça veut dire que si, en fait, tu peux pas me gérer comme tu gères un gars sur un Mm. chantier, tu vois. Et du coup, je savais tout de suite que je ne serais pas, je ne serais pas employé de quelqu'un ou cadre dans une entreprise toxique. Donc, en fait, tout de suite, je me suis intéressé à tout ce qui me permettrait d'être le plus loin de ce paradigme-là le plus tôt possible. En me disant, je veux être millionnaire à 30 ans, voilà, avant 30 ans. C'est quelque chose de tout à fait possible quand on se lance assez tôt et qu'on travaille dur. Mais du coup, voilà, je me suis donné ça comme objectif en me disant, bah, même si j'ai un boulot normal après mes études, en ne dépensant pas trop, en réinvestissant tout, j'arriverai à atteindre ce niveau-là à 30 ans. Et donc, du coup, euh, je me passionne par ça et puis je découvre le monde du Airbnb, les rentabilités folles à l'époque, parce qu'on parle de 2016, un truc comme ça. Et c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et donc j'en parle à mon père, et mon père me dit tout simplement qu'en fait, lui, il aura juste pas envie de le faire, et pas du tout intéressé, parce qu'en fait, il a pas que ça à faire, dit poliment, que de remettre les clés à la main, de s'occuper des voyageurs, de faire le linge, de faire le ménage, etc. Et même de déléguer ça et de s'intéresser à ça en parallèle de son travail. Donc en fait, de cette frustration de proposer une idée de révolutionnaire et de rentabilité à mon père et qu'il me dise bah non, ça m'intéresse pas du tout, c'est nul ton truc, là tout de suite, moi j'ai un cerveau à problème-solution. Tu vois. Et tous les problèmes qu'on me pose dans ma vie, il faut qu'il y ait une solution, sinon ça me stresse, ça m'angoisse. Et du coup, bah, je commence à réfléchir, je regarde un peu les logiciels, etc. Et aucun logiciel à l'époque ne fait quoi que ce soit. Voilà, donc, ou très brièvement, tu vois, c'est pas, enfin, tu te dis pas je vais structurer ma boîte avec, quoi. Et donc, euh, et donc c'est pour ça que justement cette idée me reste en tête. Ensuite, bah, je passe mes études, j'ai mon bac, puis je rentre en prépa. Puis justement, j'ai des soucis de santé, donc j'arrête la prépa. Je retourne dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et à l'EM Lyon, c'est une école d'entrepreneurs, et donc du coup, ils te font faire plein de projets pour qu'en fait, pour stimuler ta créativité et te faire vivre ce que sont les débuts d'un entrepreneur en fait. Donc, lors d'un concours de design, je propose une application innovante pour le campus. Je gagne le prix coup de cœur. Ensuite, je continue dans un deuxième concours de projet de création d'entreprise innovante où je gagne un nouveau concours avec le prix coup de cœur. Et donc, je me dis que bah, cette idée qui s'appelle à l'époque Passe-Passe, mais qui ne fait pas du tout la même chose, est une bonne idée et qu'il faut poursuivre, quoi. Pour info, je rêve d'être indépendant, entrepreneur. Et donc, en fait, moi, je me dis, c'est une super idée. J'ai 19 ans. Même si je me plante, bah, en fait, je m'en fous, je peux revenir à l'école. Tu vois. Ou même si ça m'intéresse pas, bah, en fait, je peux revenir à l'école. Et donc, j'y vais sans trop de pression, par la pression de mes parents et de ma Oui, famille oui. qui dit non, mais tu vas pas arrêter tes études. Il y a les parents très honnêtes qui sont en mode Tu non, sais, tu bah vas pas non. créer une entreprise. Ça, c'est un peu tous les parents, moi j'ai un peu la même chose. C'est ça. Et donc voilà, donc un stage dans ma boîte, puis une année de césure, puis l'arrêt des études tout court, en fait, parce que ça me plaît trop d'entreprendre et même si je gagne pas d'argent à l'époque, mes parents acceptent de continuer de me financer chichement, mais quand même de me financer pour que je puisse continuer de vivre et continuer de travailler très dur pour faire avancer la boîte. Et bah voilà, petit à petit, bah, je rencontre Fabien, enfin, je rencontre Sainte-Anne, puis Fabien, puis Raphaël, puis toutes les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui pour faire de Passe-Passe un super logiciel qui aide grandement Fabien au quotidien. Et aujourd'hui, que je sois légitime à prendre des parts dans d'autres sociétés qui touchent à d'autres sujets dans la location de courte durée. Voilà mon parcours aujourd'hui. Et j'ai 24 ans, bientôt 25. Et j'espère que du coup, à 30 ans, bon, ça, j'ai de moins en moins de doutes sur le fait d'être millionnaire à 30 C'est ans. beau, c'est beau. Euh, Même plus du tout de doute. Mais par contre, là, du coup, je me dis que avec ce que j'ai réussi à faire en si peu de temps et à cet âge-là, bah, j'ai encore bien 10, 15, 20, 30 ans à me donner pour développer de super belles choses et de continuer d'aider les gens. Tu vois. Et je pense qu'au départ, on se lance en se disant je vais gagner plein de sous. Et aujourd'hui, je sais que ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est le fait de tout donner pour aider le plus de gens, en fait. Voilà. Moi, ce que je veux à la fin de ma vie, c'est qu'on me dise, Quentin, euh, tu peux être fier de toi, tu peux mourir tranquille parce que tu as aidé X milliers, millions de personnes.
Bon, je vais pas faire de jaloux. On va passer à toi, Fabien, du coup. Qui es-tu? Alors moi, du coup, ça va être très personnel parce que du coup, j'ai un peu plus à raconter vu que j'ai un peu plus d'années. Quand un sort de Forcément, l'école, il oui, commence à ses forcément. 19 ans. Moi, en ayant 37, forcément, on part de plus loin. Alors déjà, si on part du début, c'est que je suis un cancre à l'école, le mauvais élève. Le pire. Ouais, je crois le pire, c'est du Il 3 n'y de a pas moyenne. possible d'être en dessous. Impossible de L'archétype même comprendre. du cancre, en fait. Exactement le vrai, au fond du radiateur à gauche, près de la fenêtre. C'est vraiment moi, ça, qui va pas en cours, qui déçoit ses parents tout le temps, qui n'a rien appris, du coup, qui est très vite déscolarisé. À 16 ans, je rentre dans le monde du travail parce que malgré ce non-respect de l'école que j'essaye de ne pas inculquer à mes filles, je leur dis il faut aller à l'école. Depuis que j'ai 13 ans, je travaille dans les champs avec mon grand-père, je vais aux betteraves, je vais aux oignons. Voilà, donc gagner de l'argent, ça m'intéressait étant petit pour faire plein de choses. Je viens d'une famille modeste, toujours bien éduquée, toujours bien habillée, mais très modeste. Et mes parents m'ont appris la valeur de l'argent, que c'était dur à en gagner. Et donc, du coup, je veux gagner de l'argent et l'école ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Donc, je rentre très vite dans le monde du travail, mais je comprends très vite que les patrons ne sont pas faits pour moi. J'arrive pas à être dirigé. J'ai beaucoup de mal si je suis pas occupé dans ce que j'aime. Donc, moi, je viens de la restauration. Donc, voilà, j'ai fait des études. Quand je suis scolarisé à 16 ans, je travaille dans la restauration. Ensuite, je reprends parce que mon père me pousse à un CAP dans la cuisine. Et puis voilà, bon, après, passe les trucs de jeunes délinquants, pseudo-délinquants, accident de moto, une année d'hôpital. Et du coup, à la fin, j'ai la chance qu'on me donne mon CAP. Donc voilà, c'est cool, j'ai mon CAP. Et je retourne dans le monde du travail. Et là, je pars à Reims à mes 18 ans. Un peu avant mes 18 ans, je pars à Reims parce que j'ai envie de quitter. Je viens de Sedan, il n'y a pas beaucoup de travail. Et je vais dans une grosse chaîne de restauration. Et là, je suis cadré. Et là, je suis passionné par ce que je fais, le monde de la chaîne. Ce que j'ai aimé, c'est la structure. Et c'est là que je pense que par tout le reste de l'entrepreneuriat, c'est ce restaurant où je tombe, où j'ai fait mon apprentissage dans plein de petits restaurants, de Cambrousse, de villages, de villes non structurés. Il n'y a rien de structuré. Et là, j'arrive dans une grosse chaîne pour la cité Hippopotamus du groupe Flow. Tout est processisé. Chaque chose que tu fais a un process, donc une recette. Enfin, tout est vraiment bien. Et là, je me passionne. Les gestes, ils sont adaptés. Il faut compter tant de gestes par assiette. Enfin, je trouve ça vraiment complètement dingue. Et j'ai des collègues avec moi qui travaillent avec moi, que je forme, qui n'ont jamais mis un pied dans la restauration. Et là, je vois qu'en fait, tu peux faire travailler n'importe qui, n'importe où, du moment que tu as bien réglé ta boîte. Et j'ai la chance, je pense que c'est le décollage vraiment de ma vie entrepreneuriale, c'est que je rencontre ma femme, qui aujourd'hui est ma femme. Donc je suis jeune, hein, j'ai 20 ans quand je rencontre Charlène, qui elle est là en études. Elle est en études, elle est elle est en études de droit. D'ailleurs, elle a un master en droit aujourd'hui et du coup, elle vient là pour un job professionnel, un job étudiant à l'été. Et là, je rencontre Charlène. Et bon, forcément, au bout d'un moment, même si je kiffe ce que je fais, ça se passe mal avec la direction. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Et bon, on est ensemble, on a un jeune couple, et elle me dit, écoute, toi, il faut que tu montes un restaurant. Moi, de loin de mon idée, je me suis jamais dit que j'allais monter un restaurant un jour. Je dis, mais ça doit être le parcours du combattant de chez l'entreprise. C'est tout, je vais changer de boîte, je vais aller travailler ailleurs, et puis c'est tout. Elle me dit, moi, je peux t'aider, je sais monter une boîte, je suis en droit des affaires, je peux faire ça. Et donc, du coup, Charlène me pousse à monter la première société. Et on ouvre notre premier restaurant. Et là où elle a fait beaucoup de sacrifices, c'est qu'elle va au bout de ses études, mais ne travaille pas dans ses études parce qu'elle vient me rejoindre quand le restaurant a 2 ans. Elle vient me rejoindre dans les difficultés du restaurant parce que 19 ans, chef d'entreprise, à la tête d'un restaurant. On a surfé sur le boom des restaurations rapides qui explosait à cette époque-là. Et puis, on a redéveloppé ça. Elle vient travailler avec moi. On a explosé tous les records avec ce restaurant. Et de là, du coup, on n'en reste pas là. Mais les sacrifices sont là. Pas d'enfants, mais 7 sur 7, 7 heures du matin, 2 heures du matin, tous les jours. Et on ouvre société sur société, une société de traiteurs. On a fait de la livraison d'alcool la nuit, effectivement. Ouais, Incroyable. donc, on quittait le restaurant, on livrait de l'alcool toute la nuit. Le week-end, on faisait traiteur. On a fait tout ça, on a fait négociant auto avec ma femme. J'ai vraiment un parcours professionnel avec ma femme qui est fou. Puis après, bon, arrive notre premier enfant. Et là, forcément, Charlène sortir un peu du game pour pouvoir être bien avec les enfants. Reprend un autre boulot à côté. Et puis par contre, ce monde de l'entrepreneuriat lui manque un peu. Et donc quelques années après, rouvre une société. Aujourd'hui, elle a une agence immobilière. Elle a une boîte de décoration d'intérieur. Et puis elle fait du classement pour le meublé de tourisme. Donc elle est aussi dans cette industrie immobilière et court durée, et elle fait de la sous-location. Vous êtes vraiment un couple de touche à tout, en fait.
On a touché à tout, mais là, on a, en fait, arrivé à nos 35 ans, quand j'ai vendu le restaurant, j'ai dit, on va se restructurer. On avait vraiment trop tout fait, mais vraiment tout fait. Puis on a 15 000 idées à la seconde, on veut ouvrir tout, on s'est lancé dans l'immobilier. Et c'est là, je pense je dis, c'est ça qu'on veut. On a acheté une paire d'appartements. Et puis, on va se structurer, on va rouvrir. Moi, je vais faire une conciergerie. Et puis, du coup, Charlène, après, ouvre derrière, c'est une agence immobilière qui se complémente. Derrière, on voit qu'il y a une demande sur la décoration. Elle le fait très bien dans nos appartements. Repasse une formation et du coup, ouvre sa boîte de décoration et de rénovation pour le Airbnb. De là, on voit qu'il y a des avantages à classer les appartements. Donc, elle passe son concours pour pouvoir classer les appartements. Et puis voilà, maintenant on est structuré dans ça. Il y a plus de 15 000 sociétés. Et toutes les autres sociétés que j'ai après, c'est avec Quentin. Donc on est associé avec ma femme sur toutes ces sociétés-là. Et avec Quentin, on a rouvert d'autres choses dans toujours cette industrie de la courte durée. C'est ça, c'est essayer au fait. Souvent, on se dit que la première idée qu'on a d'une boîte, ce sera la meilleure. Mais la réalité, c'est que les meilleures boîtes que l'on crée sont les résultats des problématiques que l'on rencontre dans nos sociétés et pour lesquelles on ne trouve pas de solution, donc on crée la solution. En fait, on est un peu hyperactif avec Fabien. C'est-à-dire que nous, on voit un truc qui ne va pas, on se dit « Oh, ça serait génial d'en créer une boîte !» Et du coup, on crée cette boîte parce que on sait comment faire. Et du coup, on lance la boîte et on se remet dans la merde parce qu'on a beaucoup de travail. Et voilà. Et c'est un peu le résumé, c'est que voilà, en fait, on n'accepte jamais de reculer ou de stagner. Et en fait, du coup, vu qu'on doit trouver une solution, si la solution c'est de créer une boîte, on l'a fait. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, la niaque, elle a été. J'ai tellement déçu mes parents étant jeune. Ils ont tellement couru après moi. Ils ont galéré vraiment avec moi que quand j'ai commencé à travailler à Hippopotamus, il faut que je les rende fiers. Mon père était fier de moi que j'ai obtenu un CDI. Il s'est dit, c'est bon, il finira pas mort ou en prison, celui-là, c'est bon, il a un CDI, il est bien. Mais au point que j'ai l'impression de les redécevoir. Le jour où je l'appelle, je dis, papa, je viens de signer un bail. Voilà, un restaurant. Et en fait, c'est pas un restaurant, c'est une bouse. Hein, c'est les plafonds, ils sont effondrés. Ouais. Et il m'a dit, mais il vient avec mon grand-père. Je vois encore mon grand-père qui est décédé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, il me démotive pas. Mon père, il m'a toujours poussé. Il m'a dit, je serai là tous les week-ends. Je vais amener tes oncles et on va déblayer tout ça. Et on va apprendre à faire du placo, du carrelage, de la plomberie. Et mon père savait faire tout ça. J'ai appris tout ça avec lui. Et on a fait ce restaurant. Et le but était de le rendre fier. Mais surtout, il y avait une chose, c'est que moi, j'aurais jamais pu avoir une femme comme Charlène. À l'époque, je suis un beau jeune homme. Ma femme est une déesse et je crois jamais qu'elle peut s'intéresser à moi. Je suis un loser de la restauration. Oui. Elle, c'est une fille qui fait des études, qui vient de la fac. Nos mondes, ils n'auraient jamais dû se croiser. Une parisienne, je suis ardennais. On n'aurait jamais dû se croiser. Et quand elle s'intéresse à moi et qu'au point où qu'on ait une aventure, soit c'était cool. De là qu'elle me dise, bon, on se lance, je t'aide et t'ouvres un restaurant. Si je veux la garder, il faut que je lui montre que je suis pas un loser. Et ça a été maniaque, hein, vraiment, de me battre pour ce restaurant, pour rendre maintenant mes parents fiers. Et puis, du coup, garder ma femme et dire qu'elle peut être fière. C'est beau comme sors objectif. de loser, c'était vraiment ça. Et quelques années après, je lui ai promis, écoute, on y arrivera. Et on a fait beaucoup de sacrifices, 7 jours sur 7 tout le temps. Voilà, peu de vie. Notre vie, c'était le restaurant. Nos potes venaient nous voir au restaurant, c'était ça. Et je lui ai dit, écoute, on rattrapera notre temps perdu. On partira en retraite à 50 ans. Donc, on fera ce qu'il faut et je ferai ce qu'il faut pour partir en retraite à 50 ans. D'où la multiplication des sociétés. On a vendu, racheté, refait pour réussir à trouver une stratégie pour partir en retraite à 50 ans. Donc que ce soit l'un ou l'autre, est-ce que vous attendiez à en arriver là aujourd'hui? À avoir toute cette croissance en fait? Moi, non, il y a eu beaucoup d'opportunités. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je pensais arrêter après cette conciergerie. Voilà, j'ai un peu d'immobilier. J'avais dit, on va continuer à monter l'immobilier tranquillement. J'ai la conciergerie. Ma femme, elle va avoir une agence immobilière. On est bien, on s'est restructuré, on va gérer ça, un peu plus de temps pour les enfants, tout ça. Donc j'ai le temps pour mes enfants. Mais le truc, c'est que la conciergerie, avec Passe-Passe, avec Quentin qui m'a aidé du coup à développer Passe-Passe sur mesure, c'est que je me suis retrouvé très vite à 100, 120 logements et à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire prendre du temps pour moi. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'était que j'avais tous mes week-ends depuis très longtemps déjà, ça faisait très longtemps que j'avais mes 30 week-ends. logements que tu avais tous tes week-ends. Plus de 30 logements, j'avais tous mes week-ends. Et déjà, c'était drôle parce que je me rappelle du coup être chez moi le soir et entendre le son des infos. Je le dis toujours parce que c'est vraiment un élément marquant pour moi, la musique des infos. Et ça, je vais pas la faire parce que je vais être ridicule, mais c'était ouf, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je suis dans la restauration. Nous, le soir, on n'était pas là à l'heure du repas, le midi, on n'était pas à l'heure du repas.
Donc quand je vois les infos, je me dis, Ouah, c'est trop bien les infos. Je me rappelle être là tous les jours à 20h, je veux les infos de 20h. Ah Et oui. c'était fou de voir ça. Mm. Et d'être chez moi le soir et le week-end. Et le week-end, c'était fou. On a pu se faire inviter chez des potes, revoir la famille. Moi, ma famille, je ne l'ai pas vue pendant tellement de temps. Mes oncles, mes tantes, à travailler tout le temps. Donc c'était cool. J'avais déjà retrouvé mes week-ends. Et puis après, ben, j'avais beaucoup de temps la semaine parce que j'ai mis en place mes équipes, tout ce qu'il fallait. Et moi, je suis pêcheur et je suis allé beaucoup à la pêche. Mais au bout d'un moment, bah, la pêche, c'est bien, mais la pêche tout seul, c'est moins bien. Et mes potes travaillant la semaine, ben, ils sont pas là. Ma femme s'en fout de la pêche. Et au final, ben, arrive un peu une sorte de routine où ben, je vais sur le terrain et je me rends compte que je sers à rien sur le terrain. Je vais voir mes équipes, mais j'ai plus l'impression de les déranger qu'autre chose quand je vais voir les agents de conciergerie, où je vais leur parler. J'ai plus l'impression de leur parler de ma vie, de choses d'autres, alors Mhm. qu'eux, ils sont là pour travailler. Et en fait, je fais chier tout le monde à tourner en rond. Et c'est là, du coup, Et que je je pense me que plonge dans l'élément passe-passe. déclencheur, tu me l'as raconté, c'est que je crois que c'est un jeudi. Un jeudi, il est 19h, tu sers l'apéro, parce qu'en fait, tu dis, bah voilà, j'ai rien foutu de la journée, c'est comme le week-end, tu vois. Et en fait, il sert l'apéro, sa femme lui dit, non mais Fabien, t'es sérieux, toi, On est jeudi. tu vas pas devenir alcoolique maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ma femme, à un moment donné, où j'ai l'impression d'être en week-end tout le temps par rapport à la restauration, c'était fou. Alors, la restauration, on a tendance à licher un peu quand même, hein, faut le dire que les copains passent tout le temps, ou une petite bière, un truc, puis au bout d'un moment, en fait, tu rentres chez moi, c'est l'été, et puis on est jeudi, je me sers un Ricard, et voilà, c'est vrai qu'il y a une petite prise de conscience. Bon, il y a un truc qui se passe qui est pas cool. T'es encore jeune, t'as encore plein de choses à faire, et il y a beaucoup de choses à faire, et là, je me plonge dans Passe-Passe. C'est là que je me plonge à fond dans Passe-Passe avec Quentin sur la commercialisation, où je dis, je veux t'aider. Et bon, ben là, Quentin, du coup, me dit, écoute, je vais te donner des parts de passe-passe, on continue ensemble, là, je me replonge dedans. Et puis après, les opportunités faisant qu'on ouvre d'autres boîtes, hein. Là, la dernière qu'on a ouverte, c'est Cozy Smart. Moi, je souhaitais revenir sur l'une de tes boîtes, Locarent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la conciergerie numéro 1 en Champagne-Ardenne, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Avec plus de 200 logements, peut-être, corrige-moi si je me trompe. Bon, on arrive à 300 logements. Alors, dans la Champagne-Ardenne, nous, on a plus de 200 logements. On doit avoir 220 logements dans la Champagne-Ardenne. Et puis après, du coup, on est exporté là à Montpellier depuis peu. D'accord. Et elle s'organise comment, du coup, toi, ta conciergerie? J'imagine que Passe-Passe fait que tu as besoin de moins d'effectifs, comme tu automatises beaucoup de choses. Bien sûr, Passe-Passe reprend une énorme partie des salariés qu'on devrait avoir si on n'avait pas ce logiciel. Et ensuite, ça serait parti par beaucoup de prestataires, des chefs d'équipe. Bon, aujourd'hui, on a grandi, donc on a des gens en marketing qui développent la marque. Mais depuis longtemps, si on reprend tout ça, depuis une soixantaine de logements, c'est vraiment, ça marche, ça fonctionne sans moi. Alors quand je dis sans moi, c'est pas que moi je suis en vacances, c'est que je peux continuer à développer ma boîte et chercher des choses toujours mieux, être plus proche de ses propriétaires. Je voudrais lever une idée reçue des propriétaires. On a déjà eu la remarque. Vaut mieux travailler avec une petite conciergerie, elle prendra plus soin de mes logements qu'une grosse conciergerie qui en a rien à foutre. Hmm. Dans l'état actuel des choses, le constat fait en France, ils ont 100% raison. Pas sur toutes les conciergeries, il y a des exceptions. Mais les gens qui ont grossi trop vite, effectivement, les conciergeries trop grosses qui ont grossi trop vite ne sont pas structurées. En Ouais, fait, on le voit sur leurs notes, ils ont 4,3 de moyenne sur Airbnb, c'est n'importe quoi. exactement. En fait, ils sont pas structurés, donc ils sont partout. Donc, et puis avec le volume, ils se disent un appartement de moins, un de plus, ils ont un peu rien à faire. Ouais, ça leur change pas grand-chose, donc... Moi, je perds un appartement. Quand j'ai perdu mon premier appartement, j'avais peut-être 35 logements. Bon, ben voilà, la personne vend. Je m'en suis C'était un rendu drame. autant malade qu'aujourd'hui, avec presque 300, quand j'en perds un, ça me fait le même impact. Parce qu'en fait, si c'est une bonne raison, j'arrive à m'y faire. Si c'est une mauvaise raison, j'arrive pas à m'y faire. Ouais, tu te demandes pourquoi et... ouais. Alors que je suis toujours en recherche et j'ai le temps du coup d'être en recherche. Je ne suis pas acteur de ma conciergerie, mais par contre, je suis acteur de donner les meilleurs outils de travail à mes équipes, chercher là où ça prêche et des fautes, il y en a tout le temps. On ne peut pas dire n'importe qui monte n'importe quelle société et tout se passe parfaitement. Il y a des problèmes. Le but, c'est qu'il y ait quelqu'un qui les cible et qui met des choses en place pour que ces problèmes ne continuent pas. C'est ça. Qu'ils soient réglés, tout simplement. Ils sont à régler. Il Et faut pas que... juste réglés temporairement, parce que ça, c'est le sport national des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, dès qu'ils voient un problème, ils trouvent une solution. En fait, le problème de tous les entrepreneurs, enfin d'une grande majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils ne règlent pas les problèmes de fond. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai tel problème, bah, du coup, je prends telle solution, ou j'achète tel produit. Bah ouais, mais peut-être qu'au fait, réfléchis, est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Ou est-ce que tu pouvais pas simplifier? Ou est-ce que tu pouvais pas le gérer autrement? Tu vois. C'est ça, travailler sur sa boîte, c'est être proactif au lieu d'être réactif. Si on passe son temps à éteindre des feux, eh ben en fait, on cherche pas à chercher pourquoi ces feux s'allument. Mm. Et, euh,
Et c'est exactement ça qu'il faut faire au quotidien. Et je pense que là, c'est mon rôle. Et c'est bien d'avoir ce rôle-là. Parce qu'au moins, on arrive à faire plein de choses. Et puis, des plus qu'on amène aux propriétaires, c'est que quand tu arrives à regarder du dessus et que tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire toujours mieux? Et que tu te dis, ah, j'ai quand même 250 propriétaires qui cherchent tous la même chose. On va peut-être pouvoir négocier des prix d'échelle. Là, aujourd'hui, arrivent les DPE. On a des prix hors concurrence parce que du coup, je vais faire marcher le fait que j'ai 250 DPE potentiels à faire passer. Donc, ils ne paieront pas le DPE à la même prix que si un particulier allait passer son DPE. Les classements, c'est pareil. On a des prix cassés en deux sur les classements. De une, parce que c'est la boîte à ma femme et elle a compris le business que je pouvais lui apporter potentiellement 250 clients. Et on fait ça sur beaucoup de choses et tous les mois, on essaye de chercher un partenariat sur des choses pour leur amener de la valeur et leur montrer qu'on travaille vraiment pour eux. Et d'où cette boîte, surtout dans l'énergie, qui en est devenue une boîte, mais j'aurais trouvé un système qui existait déjà. On n'aurait pas cherché à remonter Cozy Smart. On aurait pris ce système, on aurait fait un partenariat avec la boîte pour qu'on le payait moins cher et on leur en aurait fait profiter. Vu que ça n'existait pas, on était assez loin pour le fabriquer, pour l'industrialiser. Donc on va loin dans la recherche pour le bien-être des propriétaires. Et donc, une grosse boîte peut être meilleure qu'une petite boîte, c'est sûr, parce que chaque personne est à sa place. Quand tu as quelqu'un qui passe son temps à répondre aux voyageurs, eh ben, c'est un roulement. On peut se permettre d'être ouvert H24, 7 sur 7. Aujourd'hui, une petite conciergerie ne peut pas répondre à ses voyageurs H24, 7 sur 7. Il faut bien qu'elle dorme à un moment donné. C'est ça. Et donc, au lieu de penser, comment dire, et du coup de faire en sorte que sa boîte, plus elle monte, moins elle propose de qualité, bah aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Et c'est souvent, en fait, ce qui décide, on explique ça justement aux conciergeries, les décide à venir en formation. C'est parce qu'au fait, pour elles, c'est impensable. Chaque palier de logement, elles ont perdu en qualité. Elles ont perdu en productivité. Elles ont des personnes qui sont moins bien formées. Elles accumulent les problèmes. C'est ça. Et en fait, c'est tout l'idée de notre formation. On pourrait appeler ça une formation sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous, on estime qu'on n'est pas encore assez bons entrepreneurs pour faire ce genre de choses. Mais on est capable, aujourd'hui, de faire une formation pour les conciergeries qui souhaitent scaler, donc se développer à l'échelle et répliquer leur activité. Et du coup, ça t'est venu comment, toi, l'idée un peu de la conciergerie? Comment tu t'es dit, bah, c'est un domaine dans lequel je veux me lancer? Go. Alors du coup, en plus, ça a été une grosse décision parce que j'ai quand même vendu mon restaurant pour faire de la conciergerie, de dire j'arrête la restauration à ce moment-là. Bon, on a quelques appartements avec ma femme à l'époque, on finit d'en rénover un et je dis à ma femme, on essaye le Airbnb. Voilà, à l'époque c'est en poutre, ça le vend en poutre. À T'inquiète, l'époque, ça se dit, t'inquiète, ça se dit. à l'époque, ça décolle. On entend beaucoup parler sur les formations, tout ça, sur tout ce qui se passe sur YouTube. Donc, je dis, on en fait un. Ma femme fait une belle déco, on fait un super appart Airbnb. Et puis là, on le gère nous-mêmes. Mais alors, très vite, c'est chronophage à fond le dimanche. On peut rien faire. On peut jamais rien faire. Déjà, avec notre restaurant, plus ça, c'était vraiment très compliqué. Et donc, je vois que je cherche des gens qui s'en occupent et on tombe tout de suite sur des conciergeries. Il y avait 2 conciergeries à l'époque à Reims. Et j'appelle les conciergeries et moi qui s'en occupe depuis quelques mois, je leur pose des questions qu'ils savent même pas me répondre ou qui veulent pas me répondre. Enfin, je vois que c'est vraiment très très peu pro. Et là, je dis, il y a un marché, il y a quelque chose. Et je dis à ma femme, je vais monter une conciergerie. Je vais faire les miens. J'ai des potes qui ont de l'immobilier. Je leur demande, ils me les mettent. Donc, je peux les gérer. Et donc, du coup, à tous ces gérer, je dis, bon, maintenant, il faut une conciergerie. Parce que le fait d'avoir une aide ménagère qui s'en occupait, elle ne pouvait pas s'occuper que d'un appartement, tu la gardes pas ton aide ménagère. Donc du coup, j'ai un peu fédéré les potes autour de moi pour pouvoir prendre une aide ménagère qui m'aidait à faire les ménages pour me soulager. Et de là, la conciergerie est partie et c'est comme ça que j'ai ouvert ma conciergerie. Et aujourd'hui, t'en es où tu es. Je voulais me demander, parce que j'entends beaucoup le terme d'automatiser, vous automatisez un peu tout, j'ai l'impression. Du coup, ça vous laisse un peu de temps libre, vous en faites quoi? J'ai pas de temps libre. Allez, c'est débunké directement, il n'a pas de temps libre en fait. Non, mais en fait, je pense que les gens se rendent pas compte. Effectivement, si aujourd'hui on n'avait aucune ambition et qu'on restait comme ça et qu'on continuait juste de développer la boîte, franchement, je pourrais travailler 10 heures par semaine, même pas, sur Passe-Passe par exemple. Et en fait, si j'avais que Passe-Passe, je travaille 10 heures par semaine, grand max, avec un petit coup de bourre en début de mois pour faire la compta, et puis c'est tout, quoi. Mais en fait, c'est quoi cette vie? Enfin, je vois. quand on est capable d'aller plus loin, pourquoi pas aller plus loin en fait? Enfin, pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un jeu et l'objectif, c'est comme au Monopoly, d'avoir au bout d'un moment tout le plateau. Belle image, non, franchement, belle Non, image. mais c'est ça. Et globalement, voilà, le seul objectif, c'est que voilà, j'ai une petite maison pour l'instant, j'ai envie de construire un hôtel dessus, tu vois. Et
c'est tout. Enfin, aujourd'hui, du coup, aucun temps libre. Pour être même honnête et dire la vérité, c'est que je dors 4 jours par semaine dans mon bureau pour être 100% sur mon travail et être capable de délivrer tout ce que ça demande de gérer 4 boîtes. Voilà, je fais ce sacrifice parce que je sais que je ne le ferai pas toute ma vie et que c'est nécessaire pour lancer tout ça. C'est un peu à la méthode, je crois que c'est Elon Musk qui fait pareil, qui donne dans ses locaux. Ouais, d'ailleurs, ça c'est un truc qui est rigolo, c'est que beaucoup de gens critiquent ces entrepreneurs qui se donnent à fond pour leur projet. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant Moi, je trouve ça beau. Hein. et je le fais pas parce que Elon Musk le fait, je le fais parce qu'au fait, j'ai plus le choix. C'est-à-dire que euh, je te remets dans le contexte. Il y a un an, je travaille dans des bureaux à Paris. Je me réveille à 4h30 du matin. Je me prépare, je prends le premier métro qui part avec les aides ménagères et les agents de sécurité. Euh, J'arrive au bureau le premier, il n'y a personne. Si, je dis bonjour aux aides ménagères du coup dans le bureau. Je bosse jusqu'à 20h. Je rentre, ma copine, elle a déjà mangé. Comment dire voilà, je suis mort, j'ai plus de cerveau, je fais rien. En fait, tu peux plus rien faire à partir d'une certaine heure. Enfin, tu peux plus avoir de relations, comment dire, de discuter, d'échanger sur la journée. En fait, tu es fatigué. Ouais, t'as qu'une envie, c'est de te coucher et t'en peux plus. Et au fait, tu vois, je me dis. Et puis en plus, tu vois, je revenais à 20h alors que j'avais bossé autant, avec encore toutes les idées de ce que j'ai pas fait. Et donc, du coup, bah, en fait, ce que je me dis, c'est qu'au lieu de me forcer à revenir le soir, comment dire, à faire ces trajets de métro, etc. Pourquoi est-ce que je ne vis pas juste dans mon bureau la semaine? Du coup, je fais des journées, enfin des semaines de 70 heures, 5 jours. Et voilà. Et puis il y a le fait que tu étais à Paris, j'étais à Reims, on s'est mis à bosser beaucoup ensemble et en fait on s'est dit bon ben on va bosser 2 jours ensemble et donc du coup on réservait un logement Airbnb Oui. et on se bloquait dedans depuis 8h25 exactement quand son train arrivait, j'allais le chercher, on se bloquait dans cet appartement et on n'en ressortait que 2 jours après le soir. Et bon ça a vite été contraignant pour moi parce que ben, moi du coup ces sacrifices je les ai faits il y a longtemps. J'ai 2 enfants, une de 10 ans, une de 6 ans. Une femme aussi. Une femme, Potentiellement. Un chien qui s'appelle Bandit. une femme, un chien, et 2 boissons rouges. voilà. J'ai une maison, j'ai une pelouse à entretenir, j'ai des choses à faire que j'aime bien faire aussi, jardiner. J'ai plein de choses à faire et du coup, cette vie ne me plaît pas. De découcher de chez moi 2 jours par semaine, ça ne me plaît pas. Si on rajoute à ça les salons et tout. Alors j'ai déjà récupéré mon confort de vie d'avoir mes week-ends. Et donc du coup, se reprendre la semaine comme ça, non, ça m'intéresse pas. Donc on décide de prendre des bureaux ensemble à Reims, vu qu'on travaille tout le temps ensemble. Et de plus travailler que 2 jours par semaine sur une amplitude horaire de fou, mais de travailler 5 jours par semaine ensemble. Et donc du coup, on a pris des bureaux où effectivement, Quentin dans son bureau, il a quand même un canapé lit, une douche, voilà. Il sent pas il sent pas le chacun à la fin Il de n'y a la pas semaine. d'odeur là dans le studio, Non, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ça va, il est encore propre à la fin de la semaine, il y a une douche et tout, donc voilà. Mais Quentin faisant ce sacrifice de dormir ici, qui ne fera pas tout le temps, parce qu'un jour il aura des enfants, il sera marié, il pourra plus le faire, eh ben, il faut profiter de cette fenêtre ouverte pour travailler fort. Donc le compromis a été, il vient comme ça, moi je viens le matin à 6h, je repars avant 19h pour manger avec ma famille, donc le midi tout le monde est à la cantine, tout le monde mange de son côté. Donc moi j'ai quand même toutes mes soirées avec ma famille, j'ai la chance d'avoir une femme où quand je rentre j'ai à manger, où elle me fait une gamelle le midi. Donc, j'ai encore une fois la chance d'avoir ma femme qui Petite m'accompagne. attention. Mais par contre, j'ai gagné tous mes week-ends. Ce qui est pour moi du coup une prouesse parce que venant de la restauration, c'est très compliqué d'avoir ces week-ends. Et par contre, je prends énormément de vacances. Donc voilà, je profite vraiment de mes enfants. Je prends quasiment toutes mes vacances scolaires. Donc c'est cool de pouvoir faire ça. Par contre, le reste de la semaine, quand je suis là, effectivement, il faut taper fort dedans. Donc on bosse dedans. Donc oui, j'ai du temps pour moi, mais quand je me le donne. Donc en fait, au lieu d'accumuler quelques petits trous dans la journée, de se prendre une demi-journée là, un peu de trous, 2 heures là, de flâner au boulot, on bosse à fond sur le temps qu'on bosse et du coup, ça nous dégage du temps pour... on joue un peu aux économies de temps. Il y avait un film qui fait ça là. C'est comme tu fais les économies d'argent. Est-ce que tu dépenses tous les jours 5, 8, 10 euros dans n'importe quoi ou est-ce que tu les mets de côté pour à un moment donné avoir 1000 euros et t'acheter un truc qui te restera toujours? Moi en fait j'achète ça, c'est que je bosse tout le temps et je dépense pas de temps dans autre chose. Et le temps que j'ai, je l'accumule pour faire des grandes planifications de temps de vacances C'est pour ça, et pouvoir puis profiter de ma famille. à la retraite pour faire ce que tu veux le jour où ta famille et ton entourage sera prêt à aussi prendre ce temps-là. Ce que je voulais partager aussi, c'est effectivement pas de temps libre, comment dire, beaucoup de travail, 4 sociétés. Mais en fait, je me suis rendu compte que
j'étais un poison pour mon entreprise lorsque j'y étais à 100%. Ça veut dire que, en fait, j'ai tellement toujours des idées, tellement envie de toujours faire des choses, etc., développer d'autres trucs, standardiser, etc., etc. En fait, je me faisais chier dans Passe-Passe parce qu'au fait, Passe-Passe n'allait pas aussi vite que ce que je voulais aller et ce que j'étais capable de supporter comme charge de travail. Et donc, du coup, bah, je commençais à déranger les développeurs. Voilà, encore 3 nouvelles fonctionnalités, 3 nouveaux designs. Ah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et puis Le hop, on patron fait qui une harcèle. réunion. Et puis en fait, oh, je fais un logiciel, je développe moi-même mon logiciel interne et en fait personne l'utilise parce que du coup, bah, ils sont pas encore prêts. Enfin, les recrutements, bah voilà, on fait un recrutement, mais il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Et tu vois, moi, je rêve de scale, je veux développer mes boîtes, etc. Et en fait, bah, les boîtes, elles vont au rythme qu'elles peuvent. C'est-à-dire que, bah, voilà, vu qu'on n'a pas moyens illimités, on ne peut pas aller se développer aussi vite que ce qu'on aimerait. Et donc, bah, aujourd'hui, moi, c'est le fait d'avoir plusieurs boîtes, de pouvoir me concentrer toute la semaine, etc. Bah, déjà, ça me rend heureux, je me sens utile. Je me dis que j'avance dans le bon sens pour mon futur. Et justement, je ne nuis plus à Passe-Passe, comment dire, en étant trop avenant. Et donc, du coup, en laissant les choses arriver au moment où elles vont. Donc là, Passe-Passe est en train de prendre une vraie belle courbe. Et donc là, il y a un peu plus de travail qui est mis sur Passe-Passe. Mais en fait, justement, pas faire trop, faire ce qui est nécessaire. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que avec tout ce que vous m'avez dit, je sens que j'ai un peu affaire à deux experts de la conciergerie. C'est quoi un peu la vision que vous avez du monde de la conciergerie? Euh, honnête, Oui, full honnête. C'est le moment honnêteté. c'est un monde où des arnaqueurs expliquent à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir fait des études ou d'avoir de très bons salaires, comment dire, qui vont devenir riches. Du coup, cette personne-là, absolument pas formée à être entrepreneur, se lance dans l'entrepreneuriat, investissent l'argent qu'ils n'ont pas, comment dire, perdent espoir au bout d'1 ou 2 ans et se retrouvent ruinés et comment dire, et sans aucun espoir, comment dire, après 2 ans et un échec. Et en fait, ça, c'est la réalité. Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, sur toutes les conciergeries passe-passe, il y en a qu'une poignée qui vivent très bien de leur conciergerie. Vraiment une poignée, hein. Et, et c'est pas parce que, comment dire, passe-passe fait pas son travail, c'est juste qu'au fait, entreprendre, c'est pas un jeu. C'est pas donné à tout le monde. Comme on vient de vous expliquer, que justement, on travaille comme des fous. Et on se remet toujours en question. Et on a eu des études ou des expériences avant qui nous permettent de faire ça. La conciergerie, c'est un monde de malade mental. Ça veut dire que tu fais tellement de trucs. C'est pas genre tu vends. Ça veut dire qu'il y a des gens, leur travail c'est de vendre. Bah, en fait, tu vends toute la journée et tu te poses pas trop de questions. Tu as des gens, comment dire, c'est justement de présenter X ou Y, de réfléchir à des campagnes marketing. Mais un concierge, c'est abuser le nombre de choses qu'il est amené à faire. Et d'ailleurs, les gens qui se lancent en faisant une formation générale et qui se disent qu'ils vont réussir, comment dire, dans leur conciergerie, mais ils sont complètement Il baisés. y en a peu, il y en a très peu qui vont réussir après la formation. C'est ça. Surtout les formations générales. Mais là, on parlait du. C'était quoi la question sur le monde de la conciergerie ou Ouais, de la ta vision un formation peu du monde de la conciergerie actuelle? actuelle. Mmh. Après, si tu veux parler de l'évolution de ta vision, si ça a changé, Oui, parce que tu peux moi, aussi. en fait, du coup, aujourd'hui, la conciergerie actuelle, déjà, c'est le concierge, c'est l'acteur de la conciergerie. Aujourd'hui, c'est des gens débordés qui se demandent pourquoi ils ont mis les pieds là-dedans, mais ils ont tellement de monde qui gravite autour d'eux qu'ils ne peuvent pas lâcher. Mmh. Et d'ailleurs, beaucoup de conciergeries croient que leur conciergerie vaut de l'argent, alors qu'en fait, ils ont du vent. Une conciergerie, ça vaut rien. Il y en a plein qui vont me démentir. Il y a même des formations sur ça. Que vaut ta conciergerie? Et la conciergerie, il faut se dire qu'on a juste des contrats, on n'a même pas des mandats. On a des contrats de gestion d'appartement d'1 an qui sont dénonçables avec 1 mois de préavis. Donc au final, que vaut une conciergerie? Une conciergerie non structurée ne vaut rien du tout. Ça vaut même pas plus qu'une agence marketing qui aurait des contrats pour gérer les réseaux sociaux, quoi. Ouais. À moins d'avoir une grosse conciergerie qui tourne, où le patron, c'est pas lui qui connaît les propriétaires, où du coup les équipes sont en place, et là, du coup, effectivement, une grosse boîte pourrait racheter cette conciergerie, continuera à tourner sans que rien ne se voit. Donc ça, c'est ma vision des choses. Mais aujourd'hui, la vraie conciergerie, c'est plein de petites conciergeries, plein de petits concierges. C'est un boulot d'après-Covid. C'est un boulot de reconversion. C'est là que ça a explosé. D'ailleurs, moi, j'en viens de là aussi, hein, vraiment. C'est ça. Beaucoup de formations sont arrivées. D'ailleurs, on voit le nombre de formations qui s'est développé pendant le Covid. Les gens, ils avaient que ça à faire. Ils étaient chez eux. Bon, c'est quoi mon savoir aujourd'hui? C'est quoi mon savoir, moi? Qu'est-ce que je sais faire? Allez, je vais faire une formation sur mon savoir. On a quand même eu des formations plomberie, des formations pâtisserie, des Oui, c'est formations vrai tout que ce l'époque que... Covid, il y a tout qui est arrivé, quoi. Des formations pour tout. Exactement, formation pour tout.
et dont la conciergerie, reconversion professionnelle, on se lance dans la conciergerie. Et du coup, il y a ceux qui ont réussi, ceux un peu moins, mais aujourd'hui, un concierge, si on fait un peu le bilan de qu'est-ce que doit gérer un concierge aujourd'hui? Un concierge, c'est le tampon entre tout le monde. Il doit gérer ses aides ménagères, il doit gérer ses propriétaires, il doit gérer les voyageurs. Et en fait, il est le tampon entre tout le monde. Il prend l'argent du voyageur, il en doit une partie à chaque acteur, à sa blanchisserie, à ses aides ménagères, à son Pour ses équipe, consommables, pour son local, pour tout, en fait. et le reste au propriétaire. Et puis ben, là-dessus, il a ses impôts, sa TVA. Donc en fait, ça reste une vraie société. Et il doit gérer 15 problèmes à la seconde. Le propriétaire qui trouve qu'il n'est pas assez rentable parce qu'il croit qu'il a l'appartement le mieux de la place et donc du coup qui voudrait le louer je ne sais pas combien parce qu'il y a cru, qui se compare à l'hôtel 5 étoiles qui est au bout de la rue. L'aide ménagère qui arrive sur un appartement où le voyageur a fait une dinguerie et qui dit ben, moi je voudrais te payer plus cher. Ben, le problème c'est que nous on a pris tant au voyageur, donc si on la paye plus cher, ben, c'est la conciergerie qui perd l'argent. Le voyageur qui n'arrive pas à rentrer, qui a un problème. L'appartement qui a un souci, parce que les appartements, ça reste des appartements normaux. Donc, comme chez vous, de temps en temps, comme chez toi, tu as un toilette qui se bouche, un évier qui se bouche, un rideau qui se décroche. Ouais, ouais. Tu mets un coup de sac dans un coin de mur, tu arraches un coup de plainte. Ben ça, en fait, ça arrive tous les jours. Mais je pense qu'ils sont tellement mal formés ou mal informés qu'ils se lancent là-dedans en croyant. Que ça va être l'Eldorado. Et c'est un peu ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as conciergerie sur les réseaux sociaux, t'entends deviens riche en faisant travailler les biens des autres. C'est vraiment Ouais, c'est ça. ça. On va te créer une conciergerie à partir de zéro et tu n'auras plus qu'à la gérer. Ou alors, comment dire, vis à Dubaï et gère ta conciergerie. Et c'est un truc de fou. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Et les gens qui vous disent ça sont des menteurs. Et des gens, comment dire, qui ne gèrent plus leur conciergerie ou qui n'ont, peut-être même parfois, n'ont jamais eu de conciergerie. Oui. Ouais, ils sont complètement déconnectés en fait. Mais en fait, c'est juste ce que j'ai dit dès le départ. Ce sont des arnaqueurs qui essayent de tirer profit de personnes qui n'ont que d'espoir de pouvoir essayer de faire quelque chose et essayer d'entreprendre. Et en fait, comment dire, c'est des gens qui profitent de la misère des autres. Et c'est pour ça que nous, on ne fera pas comment dire, de financement CPF à aller essayer de faire croire aux gens qu'ils vont réussir. Nous, on est très clair dans notre formation, on explique aux gens à quel point c'est dur. On leur explique que c'est dur, qu'il y a des solutions, qu'il va falloir être très sérieux, qu'il va falloir écouter, ouvrir grand ses oreilles et surtout répliquer ce qu'a fait la réussite de Fabien. Et tous ceux qui sortent du cadre, eh ben ils se plantent. Et c'est simple, tu vois. Même mon père qui a appliqué 95% des solutions de Fabien, et bah vu que les 5% restants, il les a pas appliqués, et bah son logement, boum, plafond de verre. Point. Et au fait, ça sert à rien d'essayer de jouer l'entrepreneur génial qui va tout réussir. On n'est pas tous Elon Musk. Moi, je suis pas Elon Musk non plus. J'ai appris énormément de choses dans les bouquins. Pourquoi les gens, en fait, comment dire, écoutent des gens qui n'ont pas réussi pour savoir comment réussir sa vie? C'est comme écouter mon cousin Puceau pour savoir comment faire l'amour. Et pourquoi les gens, quand on leur L'exemple est explique génial, hein. comment on a réussi, en fait, ne répliquent pas ce qu'on a fait en se disant ah non, et ils m'ont menti ceux-là. Non, ils abusent un peu. Je pense que je peux faire mieux. Au bout d'un moment, la conciergerie, c'est comme une agence immobilière. Soit tu essayes de faire ton agence immobilière comme tu veux, soit tu répliques ceux qui ont réussi et qui font aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il faut encore pire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois naître des conciergeries à taux à 15%, taux de commission 15%, 10%, 12%, taux variable, taux montant, de tranches. En fait, ils cherchent juste de nouveaux modèles économiques pour attirer de nouvelles personnes, pour reprendre une part de marché. Il y a tellement de conciergeries qui cherchent à casser les prix pour reprendre une part de marché. La réalité, c'est que ces conciergeries-là n'auront jamais les finances pour grandir et pour bien faire les choses. Donc, ils vont économiser sur beaucoup de choses. Ils vont travailler avec des personnes qui vont sous-payer. Une équipe qui est sous-payée, est-ce qu'elle travaille bien? Est-ce qu'elle a envie de bien prendre soin des choses? On va gérer quand même des appartements, un parc. Entre 100 et 2 millions d'euros. Du quoi. coup, on gère très très vite des millions d'euros de patrimoine pour les gens, et ça, faut le prendre au sérieux. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans ce que j'entends, dans les formations autres, quand ils font la promo, gérer des appartements qui ne vous appartiennent pas et faites une marge dessus. En fait, on parle d'une petite chose, mais on parle d'un patrimoine pour certaines personnes de plusieurs millions d'euros, et un parc complet vaut des millions et des millions d'euros. Et ça, faut savoir ce qu'on gère. Et ça, je pense que tu peux le savoir du moment que toi, tu as un appartement, du moment que toi, tu le gères. Et j'ai cette sensibilité-là parce que moi, j'ai des appartements qui sont dans ma conciergerie et je veux que ceux de mes clients soient gérés aussi bien que les miens. Et je vends une prestation où dans ma conciergerie, j'ai pas envie de déranger les propriétaires. Je prends 25%. Je suis un des plus chers de la place dans la région.
Mais en fait, ces 25% me servent à bien faire les choses. Et en fait, c'est des économies. Oui, tu le justifies, ces 25 avec ce que tu fais en fait. Ça justifie au point que le propriétaire, il sera jamais embêté et qu'on s'occupe de son appartement comme si c'était le mien et qu'on a mis les choses en place. Moi, si je prends 15%, je retire une partie de mes équipes. Donc, le service qualité, je l'enlève. Mon service gouvernante, je l'enlève. Ça mes frais. Mon service technique H24, 7 sur 7. Mon remplacement de vaisselle gratuit. Si j'enlève tout ça, bon, en fait, lui, il gagne 5%. Je passe à 20%. Mais est-ce qu'à la fin, quand je lui refacture tous ces frais-là, ou qu'on n'a plus le service qualité, qu'il doit refaire des travaux dans son appartement parce qu'il y a une dégradation qu'on n'a pas vu qu'il n'y a plus le service qualité, qu'il n'y a plus tout ça, qu'il y a des mauvaises notes, donc il se loue moins, est-ce qu'il y gagne vraiment de l'argent à ce que je sois moins cher? C'est Je ça. ne crois pas. Puis, je pense que ce problème de, j'ai besoin de 5% de plus, 5% de moins pour mon logement, ça vient du fait qu'il y a encore une fois des formateurs qui leur ont vendu qu'ils allaient devenir multimillionnaires en faisant de la location de courte durée. Et donc, au fait, si juste ils s'étaient dit, bah, en fait, la location de courte durée, c'est une autre façon de louer mon bien, et qu'au fait, déjà, si je rembourse mon crédit, que je paye toutes mes charges, mes impôts, etc., avec cette rentabilité-là, j'ai fait un bon investissement et j'ai été tranquille, la conciergerie s'est occupée de tout, en fait, il n'y aurait jamais de problème. C'est au fait, encore une fois, tout le monde s'attend à avoir un truc génial parce que en fait, c'est le fonds de commerce des gens qui vendent du rêve. Et la réalité, c'est que c'est tout autre. On voit tous les entrepreneurs sur Internet sont riches, roulent en Ferrari, etc. C'est un peu l'archétype. C'est La vraiment ça. réalité, c'est qu'on bosse comme des connards et qu'effectivement, peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir une Ferrari, mais on l'aura payé à prix de 20 ans de vie qui auront été dépensés à travailler comme des fous. Et donc, voilà, et puis il y a des chanceux. Voilà, effectivement, ça existe aussi qu'il y ait des gens qui aient de la chance. Donc le monde de la conciergerie, effectivement, c'est beaucoup de petits concierges qui se sont créés un job et puis voilà, qui pour certains, ça leur suffit d'avoir un petit salaire en travaillant tout le temps, tous les jours, parce qu'ils supportaient pas les patrons. Ils se sont créés leur petit job, ça je respecte, c'est force de courage. Et après, tu as les pseudo-entrepreneurs qui veulent accumuler les contrats pour se sortir de là-dedans. Et quand ils en sortent, ils n'ont rien structuré. Et leur conciergerie, elle vaut rien. Et les appartements vieillissent et ils se plaignent. Et nous, on les récupère derrière. Hein. Il y en a beaucoup comme ça sur la place dans ma région. Et on récupère ces appartements. Il faut voir ce qu'on récupère les autres conciergeries. C'est pour ça que je sais ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Voilà un peu ce qu'on pense du monde de la conciergerie. Donc, rien de tout rose, mais comme tout. Oui, tout comme secteur, tout l'immobilier, secteur, faut pas être Oui, hypocrite mais je non pense, plus. je pense que comme c'est un business neuf, moi je milite vraiment pour ça. Moi je suis vraiment pour ça et je pourrais rejoindre d'autres personnes, mais je cite pas de nom là, dont le CLF qu'on peut citer qui est une organisation, le SPLM aussi, tout ça se battent pour professionnaliser le métier. Parce que du moment que chacun fait de la merde de son côté, moi ça ne m'atteint pas. Justement, ça amène de l'eau à mon moulin. Quand moi j'arrive à prouver que du coup on fait mieux, c'est bien. Mais quand il y a trop de monde qui font de la merde et que nous on va en rendez-vous, qu'on démarche des gens qui nous disent oh non, ma conciergerie, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, plus jamais de ma vie, c'est de l'arnaque. Ou quand je lis dans des commentaires de conciergerie qui font de la promo sur Facebook, sponsor, et dans les commentaires c'est grosse arnaque, ne faites pas de conciergerie, arrêtez la location courte durée. En fait, là, ça touche à mon métier, là, ça touche à notre C'est réputation. Donc là, du coup, c'est pas cool et c'est pour ça qu'il faut militer. Il faut arrêter tous ces petits-là qui se montent de partout, il faut professionnaliser tout le monde. Mais je pense que ça restera un métier comme tout ce qu'on a vu dans notre vie. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. On en reparle dans 10 ans. Je pense qu'il y en a pas mal qui auront arrêté. Et dans 20 ans, il restera les gros. Et parce que l'État va resserrer, parce que du coup, il va y avoir des lois qui vont se mettre en place, parce qu'il restera que les gros qui ont réussi. Comme les agents IMO, en fait. Il y aura les petits artisans et les grosses, Et les grosses chaînes, franchises. les grosses grosses franchises, chaînes, bien sûr, c'est ça. etc. Et ça va se passer comme ça aussi dans la location courte durée. Bon, vous m'avez un peu lancé sur le sujet des formations, du coup on va revenir sur la vôtre, c'est un peu pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Alors, qui veut m'expliquer en quoi elle consiste justement cette formation? Alors moi, cette Ah ouais, formation, Très entrepreneur, t'as vu? Moi, direct. Ah, il est chaud. moi, parce qu'en fait, déjà, pourquoi cette formation est là? J'aime former les gens, j'aime interagir avec les gens, j'aime leur apprendre. Et je veux tout de suite casser un truc qui disent, mais Fabien, en fait, il monte dans la France, Locarent avance, ça lui sert à quoi de donner ses secrets aux gens? Alors déjà, c'est qu'on a remarqué, on a déjà formé une centaine de personnes. Sur la centaine de personnes, il y a pas mal qui sortent de la formation et disent c'était génial et je ne ferai pas ce métier. Oui, Ouais, oui, c'est d'accord. contre-intuitif. C'est un peu contre-intuitif. On n'est ouais. pas là pour leur dire
que ça va être tout beau tout rose. Notre pub, elle n'est pas faite sur venez, c'est génial, allez hop 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 les filles, on y va, c'est un boulot de Ouais, femme, elles c'est permettent vraiment de facile. se rendre compte en fait de la réalité des faits, Nous, quoi. on les emmène dans une conciergerie, on leur montre tout ce qu'on a mis en place pour une conciergerie, ça tourne. Tout ce qu'il faut mettre en place, qui peut se répéter à petite échelle ou à grande échelle, mais qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour que ça fonctionne. Et à partir de là, on a posé les bases. C'est qu'on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour leur montrer la réalité. Et tous les gens ont déjà fait d'autres formations. Beaucoup de gens, mais quasiment tous, Tout le monde, ont parce qu'en déjà fait, nous, on des n'est pas connus. formations. Nous, on est la deuxième formation, ou la troisième, ou même la quatrième pour certains. Et donc, du coup, tout le monde a été dépenser son compte CPF dans des formations diverses et variées, qui sont que des formations générales. Alors, Voilà. Deviens rien. entrepreneur, Voilà. comment tu gères ta compta, les statuts de ton entreprise. Parce que le compte CPF permet de rembourser les gens sur des formations de création d'entreprise, tout ça. Mais Elle pas est de éligible d'ailleurs, conciergerie. votre formation au CPF ou... Pas du tout éligible à cause de ça. C'est parce que nous, D'accord. c'est la formation, elle est dans la conciergerie et je pense que il y a. Je ne veux pas rentrer dans le sujet Dans épineux, le- je pense qu'ils ne sont pas forcément dans la loi. Nous, on n'a même pas cherché à le faire, on a juste regardé les textes. La formation pour la conciergerie ne rentre pas dans le compte CPF. D'accord. C'est ça, en Voilà. tout cas, comme nous on l'a fait. Ça veut dire qu'effectivement, si on rajoute un module création d'entreprise étape par étape, vos statuts, relations avec un avocat, etc., pourquoi pas? Mais en fait, ça sert à quoi? Oui, ça Tu vois, vous intéresse pas, l'objectif de notre formation, c'est d'aider les gens à passer d'une conciergerie qui végète, où ils savent pas comment se sortir de cette situation-là, où ils se sont mis, ils n'ont pas envie de lâcher leur propriétaire, et au fait, la conciergerie, ça leur plaît bien, mais globalement, pas comme ça. Mm. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste d'aider ces personnes-là à passer un cap. Et au fait, le compte personnel de formation, c'est pour les salariés en reconversion. Voilà. Tu veux faire photographe, et ben, tu peux prendre une formation photographe avec ton compte CPF. Sauf que là, on ne veut pas vous apprendre à devenir concierge. On veut vous permettre que si vous avez eu la démarche d'être entrepreneur et d'ouvrir votre conciergerie et que vous voulez vraiment réussir dans votre boîte, là, on vous aide. Parce qu'au fait, ça a du sens. Et pourquoi nous, on fait cette formation? Pour aider les gens, tout simplement. Voilà. Nous, on ne va pas dire dans notre formation, pour réussir ta conciergerie, il faudra que tu gères du linge. Donc, tu pourras gérer le linge de telle façon, de telle façon, de telle façon. Pour réussir ta conciergerie, tu auras besoin d'équipes de ménage. Donc, tu pourras soit les embaucher, soit prendre des auto-entrepreneurs, soit prendre des bénévoles, soit faire marcher un CAT, soit prendre une boîte de ménage. En fait, c'est ça leur formation à tous. C'est qu'ils te disent qu'est-ce qu'une conciergerie. Au final, nous, ça, c'est la partie du matin du premier jour. On reprend les Et- bases, qu'est-ce qu'une conciergerie. Mais après, ils ne donnent pas de comment faire vraiment. Nous, chez nous, tu viens à la formation, on va te répéter qu'est-ce qu'une conciergerie et comment on gère chaque problème, quel process Ok. on monte à chaque chose. Quand tu pars de notre formation, tu as le petit 1, je rentre, je fais ça. Petit 2, je fais ça. Petit 3, Ouais, t'as dans déjà l'ordre. tout programmé, tu sais Tu quoi sais, faire. tout est programmé, quoi faire. Et nous, on va te suivre pendant 1 an sur le groupe WhatsApp qu'on a monté entre les personnes. On ne forme pas en distanciel sur des formations vidéo où on peut en balancer le plus possible. Et d'ailleurs, on serait critiqué par des grands noms de la formation comme Yubi Denzel et tout, qui font peut-être des très bonnes formations, mais qui nous diraient, si tu veux vraiment devenir riche grâce à ta formation, crée-la en digital et balance-la en module. Ouais, parce que c'est un choix assez original dans le monde dans lequel on vit de pas avoir fait justement une formation en ligne. Parce qu'on ne veut pas rentrer, c'est pas notre industrie. Nous, on veut que les gens viennent chez nous, nous rencontrer. On veut cette interaction. Je veux connaître tes conciergeries. Et pour en revenir à ceux qui diraient Fabien se tire une balle dans le pied à les former, ben non. Si je forme une conciergerie à Lyon, il y a combien de logements à Lyon? Il y a peut-être en Airbnb, il y a peut-être 10, 15, 20, 30 000. Même si on avait que 10 000, est-ce que Locaren, le jour où il arrivera à Lyon, a la prétention de pouvoir gérer 10 000 logements dans une ville? Non. Et en fait, j'en aurais même pas envie. C'est trop de boulot, 10 000 logements. Autant qu'il y ait plusieurs conciergeries. Donc en fait, on ne se tire pas une balle dans le pied. Par contre, si on est 4-5 bonnes conciergeries à Lyon pour se partager ce marché-là, du coup, on redore le blason de ce marché-là. Parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le fait de gérer un appartement. On gère des appartements dans des copros. Donc, il y a des choses à mettre en place pour pas déranger les voisins. Parce qu'on a beau s'en foutre, c'est les voisins. Mais non, on s'en fout pas. Si nos voyageurs dégradent les parties communes, font du bruit dans les parties communes, font du bruit dans l'appartement, galèrent à trouver la clé dans la boîte à clés, donc vont toquer à la porte du voisin. Les instructions sont pas bonnes. Il y a des bruits de valises, il y a tout ça. On dérange le voisinage. Le voisinage se plaint au syndic. On sort les Airbnb des copros. Mais plus il sort des Airbnb des copros, plus notre métier perd de la valeur. Moins on peut avoir de clients. Puis ça donne de l'eau au moulin, aux politiques, où au fait, vu que les politiques prennent pas de vraies décisions, mais font du populisme, en fait, pour faire plaisir au voisinage, vont prendre des décisions d'arrêter complètement le Airbnb, ou en tout cas de le limiter au point où il n'y a même plus
intérêt à faire du business, alors qu'en fait, c'est c'est vraiment bien en fait de faire de la location courte durée. Ça permet à énormément de gens de voyager à plus petit prix. Ça permet aux familles de se retrouver dans un logement et pas dans un hôtel. Et en fait, tout ça, ça a du sens. Mais à cause de plein de gens qui font n'importe quoi ou n'importe comment, on se retrouve doit y avec avoir les des deux. politiques qui, pour faire plaisir à leur électorat, prennent des décisions de merde. Voilà. C'est ça. Donc voilà pourquoi comment on voit notre formation. Donc nous, on t'apprend une ligne de conduite et on vient te prouver qu'on a réussi. Trop de formateurs sont venus chez nous en formation, qu'on n'était pas connus, pour après monter une formation. Trop de formateurs ont eu des conciergeries 10, 15, 20 logements. Tu Moi. formes personne à 20 logements. Ouais, et puis moi, j'ai eu la chance aussi, d'aller dans certaines conciergeries de formateurs et j'ai vu l'envers du décor. Et on n'avait pas de formation avant que je vois l'envers du décor de ces gens-là. En fait, la réalité, c'est que quand je me suis rendu compte de l'arnaque que c'était, bah, en fait, je me dis, mais tu vois, même pas en me disant je vais gagner de l'argent, c'est je me dis, je peux pas laisser mes clients se faire former par des guignols. Tu vois, c'est pas Oui. possible. Moi, on est venu me rapporter des formations en ligne. Quand on était en formation, on a montré des modules de formation en ligne qui ne sont plus à jour, où on parle de lois, de choses à faire qui ne sont plus à jour. Donc Ah oui, ça quand veut même. dire que ça a été Ouais. fait, ça a été vendu, c'est revendu, et ils prennent même pas le soin de remettre à jour leur formation. Donc on parle quand même de lois, de réglementation, où ils apprennent des choses qui ont changé. Donc le Ouais. fait de le faire en présentiel, ça nous permet d'être toujours à la pointe de tout ce D'être dans qui se passe. l'actualité, tout ça. D'être dans ouais. l'activité du tout. Là, nous, on remet là pour le mois de novembre. Là, notre prochaine session est en novembre parce que celle de septembre est complète, celle d'octobre est complète. Donc, la prochaine est en novembre. Et arrivé sur la table le sujet de la TVA, on remet un module où on parle de ce problème de TVA qui arrive pour les particuliers. Et ça, c'est remis à jour tout le temps. Donc, et on vient te montrer que ce qu'on t'apprend, on l'applique dans ma conciergerie. Ils vont dormir dans un logement de ma conciergerie avec les standards qu'on a mis en place. On leur montre les standards, on leur montre mon local. Ils rencontrent Bah, tous ton les chefs équipe, d'équipe c'est ça. de tous les postes. Ils voient comment tout est fait, que ce qu'on leur dit, on leur vend pas du vent. Quand ils arrivent dans le local et qu'ils voient du coup le nombre de linge qu'il y a, ils se doutent bien que c'est un vrai nombre de logements qu'on leur dit. Et quand ils rencontrent les équipes, qui leur disent, et ils rencontrent pas une personne qui fait tout. Ils rencontrent la chef, personne à rencontrent chaque vraiment poste. toute voilà, la une chaîne. personne de chaque poste Ok. qui va se Et, passer. Donc une personne experte à chaque poste surtout. Et pas une personne un peu freelance qui Ouais. gère un peu tout, mais un peu tout comme il peut. Voilà. Mais par contre, ce que je pourrais imaginer que les gens se disent en nous écoutant, c'est bah vous êtes rigolos les gars. Vous êtes en train de nous dire que tous les formateurs sont nuls et qu'au fait, vous êtes les meilleurs, mais par contre, vous vous occupez pas des petites conciergeries qui se lancent. Du coup, ce que je voudrais, c'est de redorer un petit peu le blason de deux formateurs, de deux formations justement qui sont sur le marché et qui fonctionnent très bien. La première, c'est celle de Vanessa Guérin, qui au fait, justement, bah, elle a développé sa conciergerie, l'a amenée jusqu'à 30 logements, l'a fermée pour des raisons personnelles, et aujourd'hui, elle a un super podcast et accompagne vraiment les gens. C'est pas juste une formation, voilà, hop, Ouais, comme certains balancent juste la t'occupes ça, et formation. puis hop, et ouais. voilà, c'est bon, c'est C'est fini. toujours à jour, parce que ces podcasts sont toujours à Bah, jour. c'est ça. Elle fait appel à des acteurs toujours dans le goût du jour, que ce soit des logiciels, que ce soit des gens en place. Mhm. Et du coup, tu apprends déjà grâce à son podcast beaucoup de choses, mais ça reste du général. On est d'accord que Mhm. la deuxième personne, je pense que tu veux parler, c'est Steven, C'est donc ça. la Steven, Panda School ancien. Academy, Non, pas la Bande School, c'est la Hosting Academy. la Hosting Academy. Donc, en fait, pour l'histoire, Steven, c'est comment dire, un de mes premiers clients chez PassePass. Mon premier client qui était partenaire à Airbnb, justement, pour la conciergerie. Et donc, du coup, bah, c'est quelqu'un qui a monté une conciergerie très rentable de 80-90 logements à Strasbourg, qu'il a revendu et qui, du coup, a réutilisé les fonds de cette revente pour créer une école afin de professionnaliser aussi la location de courte durée et qui, justement, bah, sachant qu'il ne sait pas tout et qu'il ne peut pas tout, tout maîtriser, fait intervenir des experts de la location courte durée sur différents sujets, permettant à des gens qui se lancent en tout cas, Comprendre. de comprendre, de découvrir plein de choses, et après, de faire leur choix sur comment ils ont envie de développer leur boîte. C'est ça. Et du coup, moi j'ai donné 3 cours dans cette école De même. de Steven. Quentin aussi 3 cours. Donc on intervient dans cette école qu'on approuve. Mais Steven est 100% d'accord avec nous que sorti de là, une formation en présentiel pour ceux qui voudront aller plus loin ou qui auront déjà ouvert et qui auront atteint leur plafond pour voir comment ça se passe et qui veulent une ligne de conduite.
eh ben, en fait, il nous laisse faire la promo de notre formation chez lui, donc on se marche pas dessus. Donc D'accord. c'est des bonnes personnes qui savent de quoi ils parlent, mais au C'est ça, final, qui, nous, qui s'intéresse vraiment en fait à la personne qu'ils forment. Tu vois, c'est pas, ils voient pas des zéros derrière. Ça veut dire que vraiment ils ont une vraie démarche de vulgariser un sujet et d'aider les gens à se lancer et de leur éviter toutes les problématiques qu'ils ont rencontrées sur le chemin en fait. et moi, vraiment, la formation, j'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de formations sur l'immobilier. Ah bah oui. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'avais pas de compte CPF, moi, dans ces formations. Et j'aurais aimé que dans une de ces formations, à chaque fois que je la prenais, la promesse qui était faite, c'est on va te dire comment faire. Parce que les mots forts, on va te donner les secrets. On va te dire comment faire pour réussir. On va t'amener à réussir. Tout ça, ça laisse penser que quand tu vas faire la formation, on va te dire, bon, ben Fabien, toi, selon sa situation, tu vas faire comme ça. Donc, tu quittes de ma formation, tu fais comme ça. Pour chercher ça, tu fais ça. Voilà, qu'on me guide. Mais seulement, ça reste des formations générales qui te parlent de façon générale. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Nous, on a fait un parti pris, mais du coup, on est ouvert à peu de monde et sur des créneaux courts. C'est ça. Donc, c'est Et pas quelque chose contraignant qu'on aussi. peut acheter tout le temps. Mmh. Voilà, on peut acheter qu'une fois par mois. C'est pris en principe 2 mois à l'avance. Sauf sur désistement, on peut du coup retrouver des places. Et en fait, on amène une façon de travailler. Donc, tu sors de chez nous. Si tu as envie de savoir comment on gère une conciergerie, comment ça a été fait, comment Fabien l'a fait dans sa conciergerie, ben, tu viens le voir. On te montre même sur place. On fait mieux que te dire comment faire. C'est qu'on te montre comment c'est fait. Non, vraiment, on te guide, quoi. en Voilà. fait. Par contre, c'est ça, hein. une façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne dis pas qu'on peut faire un mélange de plusieurs systèmes. Je dis juste que moi, je montre ma façon de faire. Je ne vais pas t'apprendre quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Je ne vais pas te dire tu peux y arriver en faisant le linge toi-même. Je ne fais pas le linge. Je passe par une blanchisserie. Par contre, je peux te dire, quand tu vas me dire on est bloqué, les blanchisseries ne veulent pas nous livrer, comment convaincre ta blanchisserie De te livrer. de te livrer? Parce que beaucoup de gens sont arrêtés à ça. Oui, mais chez moi, il n'y a pas de blanchisserie. Elise ne me livrera pas. Alors, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Elise ne te livre pas? Et comment on débloque ça? Nous, on rentre dans des villes où Montpellier était bloqué. Elise ne voulait pas livrer personne à Montpellier. On arrive à Montpellier, on s'est fait livrer par Elise. On travaille avec Elise à Montpellier. C'est ça. Donc en fait, on vous donne les clés de la réussite de Fabien, pas la réussite de qui que ce soit d'autre, en fait. Tout simplement. Voilà. Et du coup, voilà, Fabien est assez intelligent pour se rendre compte qu'il ne peut pas avoir tout le marché de la conciergerie. Et au fait, c'est bien d'avoir de l'ego, c'est bien d'être ambitieux, mais être trop égoïste ou comment dire, trop égocentrique, c'est devenir con. Voilà. Donc nous, on essaye de pas trop être con et du coup de partager ce qu'on sait. Et puis si ça peut aider pas mal de gens, c'est bien. Et effectivement, aujourd'hui, cette conciergerie, est-ce qu'on peut le dire? C'est notre petit bonbon, c'est notre sucrerie du mois. En fait, on travaille tellement sur tellement d'autres choses qu'au fait, aujourd'hui, passer 2 jours en présentiel à accueillir du monde, à voir leur sourire quand on leur apprend des choses, à passer un bon moment humain avec des gens, c'est un plaisir en fait. Nous, on le fait pour plaisir. Justement, ce qu'on s'est dit et les bases de notre structure quand on a lancé Customer Shield, c'était de dire est-ce qu'on va faire de la formation en ligne, est-ce qu'on va faire du coaching, est-ce qu'on va faire de la consulting, etc. On pourra parler de vos différentes offres, de nos différentes offres, mais clairement, il y avait un truc qui était sûr, c'est que je voulais absolument pas rentrer dans le monde de la formation en ligne. Ouais. Mais c'est horrible. À créer des webinaires pour faire genre qu'on va vous apprendre un truc incroyable, à faire comment dire, enfin, tu sais, à devoir être tout le temps là, à vendre, à aller chercher le client, etc. À me dire qu'au fait, je vais devoir être tout le temps disponible au téléphone parce qu'au fait, ma formation, même si elle est en ligne et même si elle est très bien réfléchie, il y a toujours des lacunes. À être tout le temps disponible. Et tu vois, on n'a pas le temps de ça, sans vouloir comment dire, nous mettre sur un pédestal, mais on n'a pas le temps et on n'a pas envie de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on donne 2 jours de notre temps. Les gens, ils repartent avec le sourire ou la grimace parce qu'au fait, ils se disent qu'ils ne vont pas faire ça. Ouais, que c'est pas fait pour eux au Mais final. au moins, ils repartent avec les réponses qu'ils voulaient, un vrai coaching, comment dire, aussi personnalisé parce qu'on peut discuter ensemble. Ça veut dire qu'on vous donne un cours, mais la pause café, la pause clope, le repas, la soirée, etc., qu'on passe ensemble, en fait, on discute tout le temps, on se parle de notre passion. Et puis, on se suit par la suite, mais de façon beaucoup plus lointaine. C'est-à-dire que voilà, si tu es bloqué sur quelque chose, tu peux nous poser la question, on sera là pour toi. Et si tu, justement, veux nous partager une réussite, on sera trop content de la fêter avec toi. Donc, balancer, faire nos modules en ligne,
eh ben, je suis pas sûr que derrière il y aura 100% de réussite parce que tu prends comme tu veux, mais je pense que tu écoutes et tu comprends comme tu as envie de le comprendre. Le fait d'être avec nous en présentiel, c'est que je pense que chaque personne est différente et qu'il faut faire du cas par cas. Puis si tu te fais ton idée, tu peux en parler directement et ça te permet de changer d'avis si au C'est final. exactement ça, parce que les gens arrivent de différents niveaux. Il y a celui qui a 10 appartements, celui qui en a 25. On coupe en plusieurs sessions, on ne mélange pas les conciergeries de 80 logements avec les conciergeries de 5 logements. Ouais, t'adaptes en fonction de la situation de la personne en fait. Bien sûr, c'est pour ça qu'on remplit que 3 mois à l'avance, on fait des conciergeries, on rassemble des gens qui savent de quoi ils parlent de la même chose. Mais au moins, il y a le cas par cas, parce que la personne qui va gérer sa conciergerie à Saint-Tropez et celle qui va gérer sa conciergerie à Vesoul n'aura pas les mêmes problématiques. Donc, le fait d'avoir ces moments off où il y en a beaucoup, le petit-déj le matin, le repas du midi, l'apéro dînatoire du soir, le repas du lendemain et les pauses club, on a le temps, vu qu'on ne prend pas 500 personnes, on prend 15 conciergeries maximum. Ça veut dire qu'on peut traiter du cas par cas pendant 2 jours sans problème. Donc en plus de la formation qu'ils ont, moi j'ai entendu ce que tu m'as dit Fabien, mais moi dans mon cas du coup je devrais faire comment? Eh ben voilà, tu peux faire comme ça, j'ai le temps d'être avec les gens. Quand tu as le temps d'être avec les gens, il y a des gens de mon équipe qui interviennent sur les moments off, qui ont le temps de leur poser des questions. S'il y a des problèmes ménage, cette conciergerie vient là principalement sur les problèmes de recrutement. Elle a entendu dans la formation comment on avait craqué ça, mais en plus ce soir elle va retrouver la personne qui le fait. Et donc du coup elle pourra lui demander vraiment comment elle fait, comment elle agit. Et de une, elle verra que c'est vrai. Et de deux, ben, dans son cas, chez moi, il coûte cher. Parce que du coup, chez moi, on est dans le sud et les gens veulent travailler pour très cher du taux horaire. Comment faire pour avoir des gens qui nous coûtent moins cher? On l'a, la solution. C'est ça. Et du coup, j'en profite pour parler des 2 autres offres que l'on a. Donc, on a une offre de coaching personnalisé où en fait l'objectif c'est de vous aider à régler une grosse problématique de votre conciergerie. Je sais pas, vous avez un problème sur le ménage, vous arrivez à gérer aucune bonne aide ménagère, à recruter aucune bonne aide ménagère. Ou vous les payez très cher. Oui, ou vous les payez très cher, ou voilà, enfin en tout cas c'est une problématique. Bah, justement, on prend le temps de vous expliquer tout ce qu'on sait sur ce thème précis, et après du coup vous pourrez repartir, comment dire, de plus belle. Et voilà, donc ça c'est un truc d'appoint. Je pense qu'au fait ça va être pour toutes les personnes qui voilà, vont déjà avoir lancé pas mal de choses et vont être vraiment bloquées ou Ouais, on préfèrent peut-être un avoir peu le plus de conseil mal que d'un les autres. expert. Et Ouais. ouais. C'est comme comment dire, le Better with Us, comment dire, c'est Oussama Hamar qui a lancé ça. Nous, on a pris un moment justement ça pour lancer une des boîtes, parce qu'au fait, même si on savait globalement ce qu'on allait faire, bah, en fait, c'est rassurant parfois de demander à quelqu'un qui sait mieux faire les choses Et qui l'a déjà fait. et qui l'a déjà fait. Bah oui, forcément, t'as l'avis son de avis. quelqu'un qui l'a Et fait. du coup, bah, forcément, on adapte un petit peu. Et puis même s'il dit bah, tout est génial, au moins tu peux partir et tu peux foncer, tu vois. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est qu'on a eu Oui. un conseil, autrement, il nous a dit bah, écoute, c'est bien votre stratégie, faites attention à ce point-là. Mhm. Et donc, du coup, on était content, il l'a déjà fait. On a son vrai retour, on a payé 300 balles. Et ben Mais voilà. au moins, on est tranquille. Oui, Mais 300 balles, mais tu sais que là, tu vas dans la bonne direction, t'es tranquille. C'est ça, on et a- puis 300 balles sur une boîte, c'est rien du tout, en fait. Et on n'avait pas besoin de prendre sa formation complète parce que tout le reste, on l'avait déjà. Donc voilà, pour ces conciergeries-là qui ont tout fait, j'ai discuté hier avec une conciergerie de 150 logements qui me paraît vraiment solide et tout. Et par contre, effectivement, elle a une perte de chiffre d'affaires où elle paye ses aides ménagères très très cher là où elle est, dans le sud, hein, où ils payent leurs aides ménagères 25-30 euros de l'heure. Et nous, dans la même ville, on est implanté dans la même ville et on ne paye pas ce prix-là. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de ça? Bon, ben, cette personne, vu qu'on va faire des affaires ensemble, je lui ai dit. Mais ça, c'est typiquement le truc que tu peux payer. Je ne sais même plus combien c'est notre coaching personnalisé. C'est 290 euros TTC. Voilà, 290 euros TTC, où on peut en échanger dessus pendant 1 heure et demie sur vraiment comment faire. C'est Donc ça. ça, c'est cool. Et il n'aura pas besoin de toute la formation, cette personne-là, parce qu'elle gère très bien sa Oui, c'est une offre qui est en dehors de la formation. C'est C'est Tu ça. peux prendre que le coaching personnalisé. Si tu Exactement. as fait la formation, tu as accès à ça pendant 1 an. Ok. Pendant 1 an, chaque problème, tu prends un rendez-vous sur nos calendriers et hop, du coup, on te débloque ta situation. Si tu as pris la formation, sur tous les problèmes, on te répondra. Et en plus, il y a un groupe WhatsApp avec les 15 personnes qui sont venues en formation qui reste ouvert. Et puis Donc tout le monde souvent, n'est pas au une même niveau, donc forcément, il y a des Souvent- choses qui sont déjà réglées par d'autres. C'est ça. Souvent, il y a une personne qui l'a déjà eu ce problème-là, qui répond. Et tant que ça répond bien, ben, nous répond pas. Et si à un moment ça répond de travers, on corrige. Ou si ça répond pas, on répond. Mais du coup, si une personne demande, et j'aimerais bien parler à Quentin parce que je suis plus bloqué sur cette partie-là, ou à Fabien parce que je suis plus bloqué sur cette partie-là, bon, on prend le temps qu'il faut pour les débloquer. Je trouve ça bien ce système justement que les gens s'entraident et que t'aies pas au final besoin tout le temps d'être là à corriger. C'est bien si les gens Ça ils crée une peuvent s'aider. communauté. Nous, du coup, on dit toujours qu'on a plein de copains partout dans la France. Et Ouais. ça fait que, en fait, ils ont leur mini-communauté à eux où ils ont fait les victoires.
Là, on a France qui vient d'avoir son 4e logement qui sort de notre dernière formation. Elle est super contente, elle était très vite, elle était bloquée en arrivant, Trop elle a bien. pris la formation, elle est dans son 4e logement, elle est trop contente, mais elle a 4 logements parfaits qui sont parfaitement mis sur Airbnb, avec le bon logiciel parfaitement mis, où elle a déjà tout prévu quand elle en aura 100, si elle continue 100 comme ça, elle n'aura pas de problème à arriver à 100 et gérer ses logements, ils C'est vont ça. pas vieillir. En tout cas, si elle en a, elle saura comment les régler. Tu vois. Et, Et l'autre offre, et du coup, l'autre offre, en fait, c'est une offre qui est vraiment pour une niche d'entrepreneurs. C'est clairement un système où tu as à partir de 80 logements actifs, jusque 150, 200, tu vois. Et tu vois que ta boîte, elle peut plus avancer, tu vois. Tu vois Ouais, que tu t'arrives à un moment où tu es t'es bloqué ouais. tu rames. par tes associés, par tes partenaires, par tes prestataires, par ton mode de fonctionnement, par tes process, partout. Tu vois. Et là, il va falloir prendre des décisions entrepreneuriales. C'est ça. Et là, va falloir vraiment taper dans le dur. Va falloir vraiment que nous, on se déplace dans ta conciergerie, qu'on voit, qu'on rencontre tes équipes, qu'on discute, qu'on prenne du temps. Et donc, forcément, le temps, vu qu'on n'est pas illimité, ça vaut de l'argent. Et donc, de ça, donc pour avoir justement le fait que nous, on se déplace plusieurs fois dans ta conciergerie, que justement, tu puisses avoir un coaching personnalisé à Reims en voyant tout ce qui se passe, justement, et tout ce qui marche, justement, à Reims et en ayant un suivi hebdomadaire de tes avancées, en fait, ça, c'est une formule qui coûte 6 990 € TTC. Et justement, en fait, tout est compris dedans. Donc voilà. Le but est de cibler, Ouais. d'aller dans cette conciergerie, cibler les problèmes, sur les corriger, qu'ils assistent à la prochaine formation, qui voit comment c'est fait là, et qu'ensuite cette formation, quand il a compris comment ça aurait dû être fait, qu'on retourne dans sa conciergerie et qu'on met tout en place pour que ce soit fait comme ça aurait dû être fait. C'est ça. Donc sorti de là, on garantit une conciergerie remise sur les rails avec un chef d'entreprise qui va avoir ses week-ends, qui va avoir ses vacances, qui va travailler sur sa société et pas dans sa société, des équipes formées, des chefs d'équipe mis en place et une rentabilité regagnée et donc du coup un vrai salaire à la clé. C'est ça. Et donc voilà, c'est comment dire, c'est vraiment, tu vois, en fait, encore une fois, 7 000 € quand tu as 80, 100 logements et que justement tu as vraiment besoin de ça pour aller à l'étape supérieure, c'est pas non plus énormément d'argent, surtout que tu n'es pas obligé de tout payer d'un coup. Quoi. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, on fera pas plus, on fera pas moins. Des consultings, on n'en fera pas 15 dans l'année, hein, ça je peux vous l'assurer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ouais, Mais forcément, c'est une grosse charge de les- temps. C'est une grosse charge. Si on les en fait 2 2-3 par an, moi, personnes, j'en ferai plus. c'est ça, les 2-3 personnes, comment dire, qui, comment dire, qui les premiers à vouloir avoir ce service-là pourront l'avoir. Et puis voilà, nous on veut pas se créer un poids avec cette formation en fait. On veut juste aider les gens avec le temps qu'on a à leur donner. Et puis voilà, aider les entrepreneurs qui ont vraiment envie de réussir, quoi, tout simplement.